Ne me cherche pas ici, là où je... Cette édition du dimanche 21 janvier 2024, bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. 17 janvier 2023, 17 janvier 2024, il y a un an, le corps sans vie du journaliste Martinez Zogo était retrouvé à Yaoundé. Âgé d'un peu plus de 50 ans, l'homme présentant une émission radio très écoutée dans la capitale politique du Cameroun. Depuis un an, une procédure judiciaire est ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de son décès. 2 responsables et un homme d'affaires ont été mis en cause par la justice, certains emprisonnés pour leur implication supposée dans la mort de l'homme de médias. Affaire Martinez Zogo, un an après, on en parle. Élections au Cameroun, Jean-Michel Nthieu met en doute la crédibilité de l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Dans une tribune parue cette semaine dans certains quotidiens, le député de la Nation accuse Élections Cameroun de rouler pour le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Entre le nombre d'inscrits qui n'avance pas beaucoup depuis 5 ans et le fait, dit-il, que ses dirigeants soient des anciens pontes du régime, Jean-Michel Nthieu n'y croit plus. Opportunité, impact et conséquences de cette sortie, c'est à suivre dans un instant. Et pour sortir, on reparlera de la Coupe d'Afrique des Nations, avec les Lions indomptables qui n'arrivent pas à satisfaire les Camerounais. 2 sorties, aucune victoire. Les Lions ont-ils encore une chance d'avancer dans cette compétition? Donc on parle de tous ces sujets avec vous. Abel Elimbi Lobert, vous êtes le promoteur de la stratégie électorale Kautal. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour et merci beaucoup de me donner l'occasion de répondre, de réagir tout à l'heure à ce que je considère dorénavant comme des discours éculés qui nous mettent dans des fausses pistes. Le temps viendra, mais j'ai gardé ce morceau choisi qui doit ressusciter la réflexion. Je l'ai gardé à un parti ami de par le président Damjoya que j'ai souvent côtoyé, même si je n'ai pas été militant de l'UDC, j'ai beaucoup d'amis dans cette formation. J'ai gardé ce morceau choisi à l'UDC, au SDF, au Manidem et à d'autres formations politiques que je considère comme étant des cadres dans lesquels résident des gens qui luttent sincèrement pour le changement. Je leur ai gardé le SDF et le Manidem. Le Manidem et bien et quelques autres, le PURS et quelques autres. Je connais les gens qui animent ces partis, je connais les militants qui sont à l'intérieur de ces partis. Je sais quel est le recul qu'ils ont par rapport à tout ce qui peut nous amener vers des dérives qui nous éloignent des résultats que nous aspirons à atteindre. Paul disait aux chrétiens, aux Romains, dans chapitre 13, verset 12, « La nuit est avancée, le jour s'est approché. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Il s'agit des luttes longues. L'UDC, le SDF, le Manidem, l'UPC, dans ses efforts de se reconstituer, qui ont permis maintenant d'avoir un nouveau secrétaire général à la personne du maire de Makak, l'ancien maire de Makak, M. Niemek. C'est des vieux partis qui sont dans la lutte depuis plus de 40 ans. Il est bon qu'ils sachent que la nuit est avancée. Nous avons longtemps lutté. Le jour s'approche. Nous sommes à côté des élections. À moins d'1 an maintenant, enfin peut-être un peu plus d'1 an encore, parce que les élections présidentielles en 2025, ce sera en octobre. Oui. Donc nous sommes à peu près à 1 an, 8 mois des élections. C'est que nous nous rapprochons considérablement d'un objectif que nous poursuivons depuis 40 ans. Pour cela, débarrassons-nous de tout ce qui nous amène dans des fausses pistes. Débarrassons-nous des gens qui se réclament de l'opposition, mais qui ont des comportements pervers, qui nous amènent dans des faux débats,
qui nous amènent dans des agissements qui éparpillent notre énergie, qui nous empêchent de développer une stratégie électorale cohérente, qui sont à l'origine des taux d'abstention faramineux que nous observons. Je dois rappeler à nos électeurs, pour finir, que les élections présidentielles de 2018, il y a eu 3 077 073 électeurs qui ne sont pas venus voter. Des gens inscrits. 46,14% de taux d'abstention. Tout à l'heure, pour répondre à M. Nietzsche et dans ses élucubrations, parce que je le considère comme l'un des acteurs dangereux qui nous perdent du temps, qui nous embarquent dans des voies inutiles, qui n'amènent aucun résultat. D'accord, on aura l'occasion de reparler de cette sortie de l'honorable Jean-Michel Mathieu, mais avant, nous présentons l'honorable Marlise Doualabel, auteure, psychologue, femme politique, militante du racisme. Avec plaisir que je suis là dans toutes mes nuances de bleu. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à ma vendeuse Mako du marché qui m'a vendu cette belle parure. Et j'encourage énormément ces femmes et qui participent au développement de notre pays par le biais de l'artisanat. Et j'encourage le ministère en charge des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat de continuer à soutenir fortement ces acteurs. Parce qu'elles ont besoin non seulement de se structurer, mais elles ont aussi besoin de la mise en place d'un certain nombre de structures qu'on appelle tous de tous nos voeux. Parce que c'est des femmes talentueuses, mais un peu limitées dans la mesure où leurs moyens ne leur permettent pas de dépasser un certain niveau de production, et dans la qualité comme dans la quantité. Maintenant que j'ai dit cela, je voudrais reprendre la citation de mon frère, son verset biblique. Tu peux le lire. C'est Romains, alors je dis, 13, d'accord, et effectivement je dis, la nuit s'éloigne et le jour se rapproche. Qu'est-ce que ça résonne en moi? Ça résonne en moi le fait que, parti d'un point donné, nous sommes rendus aujourd'hui avec Elekam dans un environnement plus viable, plus sécurisé, avec des défauts qu'on ne connaissait peut-être pas avec l'ancien système, mais également avec la survenue de modernité et de la prise en compte j'allais dire, des aspirations des acteurs politiques sur la scène camerounaise. Et quand je dis que ce n'est pas parfait, c'est parce que, effectivement, je fais partie des personnes qui pensent que nous pouvons encore cheminer et aller plus loin vers un code plus consensuel et qui forcément sera plus apaisant et plus sécurisant pour tout le monde. Mais à l'heure qu'il est, l'essentiel est en place pour que le jeu démocratique se fasse. D'accord. Merci en tout cas, honorable, d'être avec nous ce dimanche. Nous recevons le docteur Alexis Lombat. Il est médecin, médecin radiologue, maire de Kandjok, militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour, monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous les panélistes, les copanélistes et puis à vos téléspectateurs. D'accord. Et si je vous demande quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine? L'actualité pour moi ne peut que se résumer à l'activité sportive de ma commune. Ah d'accord. Ma commune, où on a l'impression qu'il y aura encore un retard dans le lancement du budget d'investissement public, qui pour nous qui vivons en périphérie est un vrai problème. Quel est l'impact justement que ça aura dans votre commune? L'impact, c'est que si vous n'arrivez pas à lancer tous les marchés, vous n'arrivez pas à les réaliser justement. Parce que vous devez refaire les routes, ça se fait en saison sèche. Vous devez construire les écoles, ça se fait en saison sèche. Dès que vous décalez de 2 semaines, vous vous retrouvez directement, puisqu'il y a une période pour lancer les marchés, une période pour les attribuer et une période pour les réaliser. Donc ça, c'est plus important pour moi que tous les autres bavardages que j'écoute par-ci par-là. Merci en tout cas, monsieur le maire, d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, Samuel Bilan, ingénieur conseil, expert ferroviaire, président du mouvement réformateur. Bonjour, monsieur Bilan, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche.
Bonjour Lina, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Comme c'est la première fois de l'année, avec votre permission, je vais souhaiter les vœux les meilleurs à tous ceux qui sont sur le plateau avec moi et à l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche 17 janvier 2023, 17 janvier 2024. Il y a un an, le corps sans vie du journaliste Martinez Zogo était retrouvé à Yaoundé. Le 17 janvier 2024, Radio France Inter RFI écrit « Cameroun, un an après sa mort, Martinez Zogo laisse un grand vide et l'enquête piétine ». Alors, Abel Elimbi Lobé, est-ce que vous avez le même sentiment que RFI ? Bon, je ne sais déjà pas pourquoi ça intéresse autre. Sur la façon dont évolue l'enquête autour de... Je ne sais pas pourquoi cette enquête intéresse particulièrement RFI. On en vient de tuer plus de 30 journalistes en Palestine, à Gaza, bombardés par Israël que la France soutient. RFI n'en parle pas. Hein, le débat d'un bandit... Le débat sur le meurtre d'un bandit qui a été tué par d'autres bandits. Parce que c'est à la RFI qu'on dit que Zogo était un journaliste. Il n'est sorti d'aucune école de journalisme. Hein, il ne suffit pas que quelqu'un ait l'opportunité de parler dans des micros, dans une chaîne de radio pour qu'il devienne journaliste. Je croyais que vous-même, les journalistes des métiers, je croyais que vous, les journalistes des métiers, vous serez jaloux pour qu'on ne prenne pas un acteur à gage, quelqu'un qui avait pour mission et qui certainement tirait de ces missions-là des revenus substantiels, mission de salir, détruire, déconstruire, etc., etc. C'est ça qu'on appelle le journalisme à gage. Je veux dire, l'homme décrit tel que vous le décrivez n'a donc pas droit à une saine justice après la façon... Nous n'en sommes pas. Je suis dans la préoccupation de RFI. Ce n'est pas RFI qui fait la justice. Bon, on va laisser... Et je ne vois pas pourquoi RFI est particulièrement préoccupé par la justice pour Martinez Zogo que par la justice pour 30 journalistes tués en Palestine. On va revenir sur la... Bon, on va laisser... On va mettre RFI de côté. On voilà, va revenir laissez sur RFI. les Ne nous parlez camerounais, même pas de RFI. Que ce soit le quotidien RFI, Le quotidien Le Jour, Mutation, ou même encore la Nouvelle Expression, ils en ont tous parlé cette semaine. Et les journaux constatent que l'enquête piétine. La question que je pose à M. Abel Elimbi Lobé, est-ce que vous avez le même sentiment? Moi, je n'attendais rien. Vous avez déjà eu les résultats. On a tué Monseigneur Bala. Vous avez déjà eu les résultats. Comment vous faites comme si chaque fois qu'il y a un événement, le monde recommence? Le monde, ce pays est une continuité. Il est mal gouverné depuis de nombreuses années. Et cette mauvaise gouvernance se caractérise par un ensemble de faits qui se répètent, qui sont récurrents. Il ne faut pas donc, si demain il y a un camion qui tombe ici ou bien qui tue 200 personnes, c'est cela, ce jour que vous allez vous rendre compte que les camions roulent dans l'illégalité, les routes sont mal construites, on va commencer à faire un débat sur les routes. Non, ne nous comportons plus comme ça. J'invite la presse et la classe politique à une certaine cohérence. Il y a eu des meurtres de type politique avant celui de M. Zogo. Vous n'avez jamais eu les résultats. Monseigneur Bala, tout récemment, et avant lui, bien d'autres. Vous n'avez pas eu des résultats. C'est donc un comportement du régime qui veut que certaines affaires, il n'y ait pas de lumière sur ces affaires-là. Celle de Martinez Zogo vient simplement s'inscrire dans cet ordre dès lors qu'il s'agit de lutte interne au régime. Ce sont des luttes du système. Et le système ne veut pas que cette lutte-là qui ait de la lumière. D'accord. Vous comprenez? Donc, depuis le début, j'ai dit, vous n'aurez aucune lumière. Et on a eu dans les réseaux sociaux un ensemble de désordonnés qui prennent la parole, justice pour, boum, ça parle, ça crie partout. Justice pourquoi? Vous pensez que la justice camerounaise marche bien? Voici l'affaire du colo qui est ici, où on a détruit les maisons des gens sans qu'il y ait un décret d'expropriation qui les exproprie. On leur a déjà rendu justice. Il n'y a pas eu meurtre. Ici, c'est les maisons qu'on a détruites. On fait comme si ce n'est même pas une affaire. Le préfet que nous poursuivons au tribunal, il est resté ici et les gens m'appellent partout parce qu'il est enfin allé à la retraite. Comme si sa mise en retraite était une sanction judiciaire, pénale, contre des actes d'une dangerosité extrême. Parce que si vous l'êtes là, vous ne pouvez plus avoir un terrain avec un titre foncier.
et être en sécurité. Et que demain, monsieur le maire peut venir avec un décret d'expropriation qui concerne le terrain de madame Douala, mais il vient plutôt prendre votre terrain parce que c'est votre terrain qui l'intéresse. Vous êtes dans une insécurité totale. On n'a pas rendu justice aux gens de Dikolo. On n'a pas rendu justice à des tas d'autres personnes. Merci Abel Elimbi Pourquoi vous croyez qu'on va rendre justice à la famille Merci de pour cette première prise de parole. Alors, docteur Lambat, monsieur le maire, un an après, c'est sensiblement la même question qu'Abel Elimbi, un an après que la procédure judiciaire a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du décès de Martinez Zogo. Est-ce que vous parvenez aujourd'hui, 12 mois plus tard, à démêler cette histoire, vous? Disons que moi, je ne parle pas de cette affaire, en réalité. Parce que là, ce n'est pas la première fois qu'on m'interroge sur un plateau par rapport à cela. Elle me semble tellement scabreuse que je trouve ça plutôt un peu désolant. Et je dis toujours que RFI pense qu'il y a un vide. Je ne sais pas ce que vous pensez en tant que journaliste camerounais. Mais moi, ce que je sais, c'est que aucune affaire sérieuse au Cameroun, aucune affaire sérieuse n'a justement eu des dénouements. Je ne vais pas répéter tout ce que M. Elimbi Lebel a dit, et qui me semble assez vrai. Donc, je n'en parle pas. Excusez-moi, je n'en parle pas beaucoup de ce sujet-là. Quand on regarde les derniers déroulements, encore, ça me conforte encore plus de ne pas en parler. Vous parlez de quoi? De la mise en liberté Voilà. Ok, d'accord. Vous comprenez que ça sort carrément du cadre judiciaire. Et une enquête, bon, je ne vais pas en parler. Permettez-moi vraiment de ne pas en parler. Alors, Madame Douala Bel, pourquoi est-ce que l'affaire Martinez Zogo, à votre sens, semble être si difficile à démêler? Je vais commencer par dire que RFI, et c'est dommage que vous... Je veux dire, ne nous attardons pas sur RFI, je l'ai dit après. Il y a également plein de quotidiens camerounais qui en ont parlé cette semaine, ça fait 1 an. Je suis d'accord. Et les journaux ont fait le même constat, l'enquête piétine. Tellement à faire dans le monde que l'affaire de notre jeune compatriote Zogo ne devrait pas devenir une préoccupation de cet ordre-là. Mais c'est une préoccupation parce que les familles attendent, les Camerounais attendent de savoir exactement ce qui s'est passé. La vérité, c'est que ça doit être une affaire compliquée. Si elle ne l'était pas... À votre sens, pourquoi est-ce qu'elle est aussi compliquée? Qu'est-ce qui la rend compliquée? Déjà parce qu'elle touche à des corps très spéciaux. Ensuite, parce que les personnalités jusqu'ici interpellées ne sont pas... Ce pas des citoyens lambda. Également aussi parce que, il faut le dire, le crime était odieux. Le crime était odieux et a affecté beaucoup de Camerounais. Donc, mais maintenant, en faire une préoccupation nationale, voire internationale, je trouve que c'est quand même beaucoup. Laissons la justice continuer. Une préoccupation oui, nationale. parce que le président de la République a pris parti. Il a demandé qu'on instruise une affaire. Et il a demandé que la justice prenne les choses en main. Et depuis le déroulement de cette affaire, qui, de l'avis de tout le monde, semble compliquée, le président de la République laisse faire la justice. Alors, les personnes interpellées ici, c'est bien les acteurs du judiciaire qui doivent continuer à faire leur travail de manière à ce que tout le monde soit édifié à la fin de ce procès. D'accord. Samuel Bilon, est-ce qu'on en fait trop avec l'affaire Martinez Zogo, à en croire l'honorable Douala Bel? Non, moi je crois qu'on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez et je suis choqué d'entendre sur ce plateau des insultes à l'endroit de quelqu'un qui est mort. On dit, je ne sais pas. Vous savez, pour être journaliste, il n'y a pas une seule trajectoire. On connaît à travers le monde des célèbres journalistes qui n'ont pas fait d'école et qui ont fait leur nom. Donc c'est quand même choquant d'entendre sur un plateau quelqu'un qui est mort, qui n'est même pas, qui a sa famille là, parce que l'affaire de Martinez Zogo, c'est un drame familial. Voilà quelqu'un qui est décédé depuis plus d'1 an et on ne peut même pas l'enterrer. Et sa famille va faire le deuil comment? Et on est sur un plateau. C'est pour ça que Laïla, j'aurais aimé pardon, que madame, s'il vous plaît. Excusez-moi, que Laïla corrige
J'ai dit que RFI en fait trop. Je n'ai pas dit qu'on en fait trop. D'accord, Voilà. allez-y. Oui, donc, je dis, on est sur un plateau, on dit il est bandit, on l'appelle bandit. Et alors que la famille n'arrive même pas encore de faire son deuil. Donc c'est d'abord un drame familial. Et je dis, on n'en fait pas assez. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans un pays où les affaires ne sont jamais arrivées au bout que du coup, on va dire que non. Bon, vraiment, on ne se préoccupe pas de ce type d'affaires. Ce n'est pas vrai. D'abord, je voudrais dire, je prends juste un exemple. Hein. Je pense qu'on a eu l'affaire, par exemple, de l'accident du 21 octobre 2016 à Ezeka, la catastrophe d'Ezeka. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Et il y a eu les résultats, l'enquête a donné son résultat, il y a eu un procès, les gens ont été condamnés. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu de résultat. Et c'est parce qu'il n'y a jamais eu de résultat que, on ne doit même pas parler de cette affaire. Donc c'est un drame familial, mais c'est aussi un drame pour notre justice. Parce que lorsque cette affaire est arrivée au mouvement réformateur, par exemple, nous avons demandé au procureur de prendre la parole. Jusqu'au moment où je parle, là, le procureur n'a jamais pris la parole pour parler. Parce que la justice est faite au nom des citoyens, du peuple. Le procureur n'a jamais pris la parole. Et donc, le peuple est informé, les Camerounais sont informés à travers les réseaux sociaux. C'est à travers les réseaux sociaux qu'on perçoit très bien qu'on est parti peut-être de l'idée d'un maître crapuleux à peut-être une mise en scène scandaleuse. C'est terrible. Et puis on a parlé de cette affaire de vrais faux ordonnances de libération. Je crois que c'est un drame pour notre justice. Donc c'est un double drame au moins, pour la famille et pour notre justice. Et je pense qu'on doit en parler. Et pardon à l'honorable, le président ne s'en occupe pas. Je crois que depuis ce drame, il a fait au moins 2 sorties. Je crois le 11 février de l'année passée et le 31. Il n'en parle même pas. Donc ce n'est pas une préoccupation pour lui. Donc c'est dommage de dire que non. C'est pas vrai de dire qu'il s'en occupe. Il ne s'en occupe pas parce que si le président veut s'en occuper, on résout ça très vite. S'il veut vraiment s'en occuper, on résout ça très vite. D'accord. Alors, Abel et Limbi Lobé, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit que c'est un bandit qui a été tué par d'autres bandits, ce que personne n'a cautionné sur le plateau. Mais est-il juste aujourd'hui de dire que c'est un dossier sensible et hautement politique? Je veux dire, au regard de la façon dont l'affaire Martinez-Ogo divise et les lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux et même les influenceurs. Écoutez, la vérité n'a pas besoin de plaire. Si 2 ou 3 personnes, quelque part, ne sont pas sont dérangées, heurtées par une vérité, ça ne change pas le fait. Il a une famille, Abel Limbi Lobé. Tous les détourneurs de deniers publics que vous insultez tous les jours sur les plateaux de télévision en vous réjouissant qu'on les arrête, qu'on les condamne. Ils ont des familles. Non, je veux dire, Abel Limbi Lobé, il n'a pas été pris la main dans le sac. Non, c'est moi qui parle. Ça, c'est mon opinion. Et elle n'est pas conçue pour plaire aux dragueurs des électeurs ou des ceci. Quand vous prenez, et je rappelle aux uns aux autres que il n'y a pas une activité politique qui consiste à brocarder les personnalités. Ça n'existe pas. Si vous êtes un opposant, soyez un opposant. Un opposant n'a pas la licence de manquer de respect, de courtoisie, de transgresser les codes de la République, d'insulter matin, midi, soir des personnalités à la radio, à la télé. Ça plaît aux gens d'entendre qu'on insulte Essolora ou Amougou Belinga ou tel autre. Sous le prétexte que nous sommes en train de lutter contre ce régime. Mais M. Zogo ne luttait pas contre le régime du RDPC. M. Zogo était un membre de ce régime. Non, je veux dire ce que... C'est moi qui parle. J'arrive à votre question. Oui. J'arrive à votre question. Je pense que il ne luttait pas contre le régime. Je pense que ce qu'il décriait, c'est l'utilisation abusive des lignes 94. Je pense que c'est bien ça. Je ne sais pas s'il décriait ça. Pourquoi il décriait ça comment? Depuis qu'il parlait de la ligne 94. Qui lui a parlé de la ligne 94? Il en a parlé à Abel Limbi Lobé. Monsieur Zogo, nous savons tous que les informations que M. Zogo utilisait
pour nuire à l'image, à l'honneur d'un ensemble de personnalités, lui était fourni par d'autres personnalités du régime. Est-ce qu'un tel discours n'est pas de nature à encourager justement la propension de ce type de crime? Non, ce discours que je tiens vise tout simplement à faire en sorte qu'il y ait la part des choses. Et même que nous ne nous laissions pas distraire par des émotions et qui nous amènent à ne pas connaître la réalité de ce qui se passe. Pourquoi vous considérez que c'est une affaire complexe? Tout simplement parce que c'est une affaire politique. C'est une affaire à l'intérieur d'un régime. C'est des gens du régime qui se tuent entre eux. Monsieur Zogo est un homme du régime. Il s'attaquait à des gens du régime avec une indécence qui plaisait peut-être à quelques opposants, mais qui, moi, je ne considère pas l'indécence comme un argument ou une activité politique. Monsieur Zogo appartenait à un camp. Il était au service d'un camp, il n'est pas fonctionnaire, il n'est rien dans l'appareil d'État pour avoir les informations aussi sensibles qu'il en avait. Si vous dites qu'il appartenait à un camp, ça veut dire que vous êtes pour cette thèse qui dit qu'en ce moment, au sommet de l'État, on est divisé en deux camps, il y a des camps qui s'affrontent. Est-ce que vous êtes pour cette thèse-là? Parce que vous dites qu'il appartenait à un camp. Mais ça se voit, non? Quand vous voyez le juge d'instruction prendre une ordonnance de remise en liberté et que quelques minutes après, ce juge est malade, il est fou. Un juge normal, un militaire normal, juge d'instruction, il s'assoit, il fait une ordonnance de remise en liberté. Puis quelques minutes après, il dit non, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais écrit cette ordonnance. Or, l'ordonnance a été signifiée aux avocats des partis par le greffier qui est attaché à son service. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas la preuve formelle que la première ordonnance avait été signée par lui. Vous n'avez pas la preuve formelle. Non, je parle de l'ordonnance qui a été remise à Maître Tchungang conformément aux méthodes en vigueur. Il a déchargé. Maître Tchungang a produit cette décharge. Il a produit ça dans les mêmes réseaux sociaux pour dire qu'il a déchargé l'ordonnance de remise en liberté. Il y a déjà eu un débat là-dessus, sauf si vous voulez refaire ce débat. Il y a eu un débat pour dire que le greffier ne peut pas produire l'ordonnance par lui-même. Le juge a donc produit l'ordonnance, il a remis au greffier avec pour ordre de servir ça au parti. L'ordonnance a été servie au parti et le juge a été amené à renier son ordonnance. Et on a vu quelque temps après, parce que la Constitution dit que le président de la République nomme les juges assistés par le Conseil supérieur de la magistrature. On n'a pas dit dans la Constitution que les juges militaires dérogent à ces règles-là. Il n'y a aucune disposition de loi qui dit que les juges militaires ne sont pas astreints à la même discipline ou au même traitement que les autres juges civils. Or, le président de la République, après cette affaire de magistrat et du commissaire de gouvernement qui est sorti pour donner les ordres aux régisseurs de ne pas libérer les personnes que le juge instructeur avait demandé de libérer, on a vu qu'on a nommé un autre juge. Alors que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas siégé, n'a pas été consulté. C'est-à-dire qu'on est dans une mécanique où on voit transparaître la transgression des règles qui nous montrent que le régime est malade. Et vous ne pouvez pas attendre d'un régime aussi malade qui vous donne la bonne justice et puis ceci ou cela. Et puis vous venez sur les plateaux de télévision nous dire que M. Zogo, il a de la famille. Mais notre activité politique... Il n'a pas de la famille? Je n'ai pas dit qu'il n'en a pas. Ce n'est pas sa famille qui est le problème. Vous condamnez les gens ici tous les jours. Le président Biya dont vous parlez tous les jours, vous le décrivez, son incompétence et patati. Il n'a pas de famille. Vous parlez de lui tous les jours, avec une aisance terrible. Vous parlez dans les réseaux sociaux, les opposants. Vous parlez de quelqu'un qui est mort. Parce qu'on on parle de la décence, justement. Je veux dire... Donc, on doit plus de décence à un mort qu'à un vivant. Abel et Limbi permettez que je fasse... On doit plus de décence à un mort qu'à un vivant. Je veux dire, permettez que je fasse la transgression. Je pense qu'on a eu ce débat avec vous sur le plateau, lorsque le professeur Maurice Kamto a fait...
une sortie, cérémonie d'hommage, une sortie pour rendre hommage au professeur Mono Diana. Entre guillemets, hommage à voilà. parce qu'il insultait Mono Diana. Exactement. Je pense que vous faites non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Absolument. Bon, vous pouvez percevoir ça comme vous voulez. Ça ne change rien dans mon esprit. Nous sommes dans des mondes très différents. Premièrement, Monsieur Mono Diana, Monsieur Kamto décide de faire un hommage. Moi, je ne fais pas d'hommage. Je suis en train de critiquer Monsieur Zogo. Je veux dire, on lui a reproché au moins le respect du homme. On reproche à Monsieur Kamto parce qu'il a d'abord pris une posture de quelqu'un qui veut rendre hommage. Qui veut rendre hommage à un collègue. Moi, je ne suis pas un collègue. D'accord. Il veut rendre hommage à un collègue, mais il dit que ce collègue s'est mis au service d'une mauvaise cause. Très bien. Or, il était dans la même cause. C'est une parenthèse. Voilà, c'est donc pour vous dire que ne faites pas d'amalgame. Okay, vous dites que les deux... Ça ne se ressemble pas. Monsieur Zogo, je dis, il n'est pas un journaliste. 2, il faisait du mal. Il faisait un mauvais travail. Ça n'était pas un travail d'opposant. C'était un travail... Non, pas du tout. Mais il a pris un risque. Je veux dire, parce qu'il sait très bien que dans son système, le système auquel il appartenait, le système qu'il servait est un système qui tue. Je veux dire, en interpellant le chef de l'État à avoir un regard un peu plus direct sur l'utilisation des fonds dans les lignes 94 et tout, il faisait un mauvais travail. Monsieur Zogo n'interpellait pas le chef de l'État. Vous l'avez entendu interpeller le chef de l'État un jour? Oui. Vous croyez que quand vous prenez la presse ou bien vous prenez la radio pour dire qu'on détourne l'argent, c'est une interpellation à l'endroit du chef de l'État? Si M. Zogo voulait combattre la mauvaise gouvernance, mais il y a les canons pour combattre la mauvaise gouvernance. D'accord. La dénonciation auprès des tribunaux qui sont compétents pour ça, il ne l'a jamais fait. La dénonce, pourquoi il ne le faisait pas? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez pourquoi il ne faisait pas la dénonciation telle que prévue par la législation? Vous savez pourquoi? Parce que si je me lève pour aller dénoncer l'élan gazeux auprès du tribunal criminel spécial, je dois amener les pièces à conviction. Or, il ne voulait pas mettre les pièces à conviction sur la table, il faisait ce qu'on appelle le brocardage. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Abel-Elimi Loubet? On fait un procès aux morts ou on fait un procès à la justice camerounaise qui n'arrive pas justement à donner le fin mot de cette histoire? On fait un procès à un système. C'est un système. Il était un acteur de ce système. Il était dans un combat du système, un camp du système contre un autre camp du système. Lorsque M. Zogo brillait par le brocardage de M. Esso Laurent, est-ce que vous avez fait des émissions pour dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce journalisme-là » Vous ne l'avez pas fait. Monsieur Elimi Loubet, c'est comme si vous êtes aussi dans un camp. Vous faites la défense de quelqu'un? Je suis dans un camp. Est-ce que je vous ai dit que je n'étais pas dans un camp? Bon, je suis dans un camp. Là, vous êtes dans quel camp, monsieur? Voilà, c'est ça la bonne question. Oui, vous êtes dans quel camp? Mon camp, c'est celui qui se bat pour supprimer le président Biya, Zogo, tout ce monde. Laurent Esso et tous. Laurent Esso n'est pas un membre du régime. Il n'est pas un membre du régime. Donc vous croyez que comme il est savoir comme moi, je suis en train de me plaindre qu'on le brocade? D'accord. À la place de Laurent Esso, Maître Nyat, traité de la même manière, je vous dirais, ce n'est pas de l'opposition politique, ce n'est pas du journalisme, c'est du banditisme. Allez-y, docteur. Allez-y, docteur. Il prenait dans ce que l'honorable a dit. Oui. C'est pour ça que je ne m'exprime pas trop sur cette question. Elle nous a dit tout à l'heure, de façon subliminale, que il y en a qui sont au-dessus de la justice. De ce qu'elle a dit, que le président a dû intervenir parce qu'il y avait des professions à risque dedans, il y avait des gens peut-être très haut placés. Et je crois que c'est ça le système. Donc, à partir de ce moment où la justice ne peut pas être rendue clairement au nom du peuple et qu'on peut intercepter les décisions de justice, vous comprenez que c'est très difficile de se prononcer. Par ailleurs, c'est un dossier qui est en cours. Parce que ce dossier est encore en cours. Si je ne m'abuse. Non, à partir de ce moment, je pense qu'il faut être assez prudent et comprendre déjà que si un éminent membre du RDPC vous dit qu'on ne peut pas juger tout le monde à la même échelle, il y a déjà un problème. C'est ça qu'il fallait détecter de ce qu'elle a dit. Peut-être que vous ne l'avez pas suivi. Elle a dit
parce que certainement il y a des gens qui sont haut placés en termes peut-être de recherche, et, je ne sais pas moi, des policiers et tout ça, ça devient, même en France, les premiers ministres, on vous attaque. C'est-à-dire, les premiers ministres, on vous attaque. C'est-à-dire, comment je veux dire ça? Les ministres d'État, on vous attaque. Mais au Cameroun, on nous dit qu'il y a des gens qu'il faut faire un peu attention. On n'est pas dans un pays, dans une république. On a un vrai problème. Mais qui a dit ça? Mais c'est ce qu'elle a dit. Est-ce qu'on ne porte Mais elle est en train de vous dire que il n'y a pas eu. Elle dit qu'on n'a pas pu faire la justice normalement parce que c'est le président de la République qui déclenche ça. C'est pas son rôle. En rien, c'est pas son rôle. Il y a des juges, il y a des procureurs. Pourquoi les procureurs ne parlent pas? Vous n'avez pas le cas du procureur. Est-ce que c'est le rôle du président de la République? Il y a des procureurs. Pourquoi ils n'en parlent pas? Donc, reconnaissons qu'il y a un problème pour notre pays, et je crois que nous sommes aussi assis là aujourd'hui pour voir comment faire pour changer le système en 2025. Honorable, l'affaire Martinez-Zogo, finalement, une affaire dans laquelle le pouvoir prime au-dessus du pouvoir. D'abord, je voudrais expliquer à mon frère Elimbi Lobe pourquoi c'est heurtant de parler d'un mort de cette façon. Et c'est simplement parce que le président Bilon en a fait cas. Il s'agit d'un être humain qui a effectivement une famille qui est encore dans le deuil. Il a des enfants, une épouse. Entendre parler de leur père, de leur mari, de leur fils, de cette façon peut être heurtant. Et même heurtant, pas peut être heurtant, est heurtant. Si vous êtes la maman, à supposer que vous ayez un enfant brigand et que cet enfant commet un crime, qu'on lapide cet enfant, vous ne pouvez pas ne pas comprendre que cette maman, la maman de cet enfant, soit dans la peine. Donc, quel que soit... La justice n'a jamais parlé de Martinez-Zogo en tant que brigand. Non, je parle du propos je parle du propos de M. Abel Elimbilon, qui essaye de nous expliquer qu'il a simplement eu le retour du boomerang. En gros, c'est ce que je crois comprendre dans son propos. Mais quand il le présente comme il l'a fait, il faut qu'il comprenne que ça peut heurter des tas de personnes et surtout la famille de M. Zogo Martinez. Maintenant, pour le reste, je ne sais pas où le docteur a pris tout le développement qu'il vient de faire. Ah, vous ne l'avez pas dit? Non, je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce qui a été dit? La question a été posée. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Oui. Quand une histoire se passe dans, j'allais dire, dans le monde normal dans lequel nous vivons, cette histoire, ou alors dans le cabinet ou dans l'hôpital du docteur. Elle n'arrive pas à redire ce qu'elle a dit. Redites ce que vous avez dit. Hein. Attendez. Parce que les gens semblent ne pas comprendre. C'est toi qui as violé ma parole. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Alors laisse-moi m'expliquer, parce que tu as violé ma parole, parce que tu as raconté ce que tu voulais raconter. Mais il faut nous le dire alors. Voilà, ce que je redis, c'est que nous sommes dans le cabinet de Dr Lombat. Il y a un problème qui se pose. Une infirmière a, disons, posé un acte médical qu'elle ne devait pas poser. Il y a donc un travail à faire autour de cet incident. Déjà au niveau du cabinet, on n'est pas encore à la justice, mais au niveau du cabinet, et M. Lombat est le responsable. M. Lombat, je suis persuadé qu'il sera un peu moins embarrassé que si c'est un médecin qui pose un acte médical inadmissible. Ça va être deux situations différentes. S'il veut me dire que ce n'est pas vrai... Vous avez mieux compris, M. Bilon? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dit... Oui, j'ai dit que c'est quand même pas ordinaire. Quand il y a le patron de la police, des polices, voilà, qui est inquiété, ce n'est quand même pas simple. Donc il n'est pas justifiable.
Comment il n'est pas justiciable? La preuve, il est où? Alors, par qui? La preuve, il est où? Par qui? Par quelle procédure? Aujourd'hui, tu ne peux donc pas dire que le système ne peut pas interpeller. Il n'y a pas de procureur? Mais dites-moi, est-ce qu'il a été interpellé, oui ou non? Comment? Non. Est-ce qu'il a été interpellé, oui ou non? Moi, je vous ai Alors, expliqué. ne dites donc pas qu'il y a des personnes qui sont au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais il y a des enquêtes qui sont plus compliquées que d'autres. Pourquoi? Mais simplement parce que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. J'ai donné l'exemple de l'infirmière. Non. J'ai donné l'exemple de l'infirmière. Vous justifiez ce qui n'est pas justifié. Pourquoi j'ai justifié? Quelqu'un a commis un acte, on le juge. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été jugés? Comment? Est-ce qu'ils ne sont pas jugés? Est-ce que le cours de la justice n'est pas en train de se dérouler? Donc vous ne pouvez pas. Non, non. Tout à l'heure, M. Limilobin, je ne veux pas revenir sur tout ça. C'est pour ça que je veux dire. Vous êtes fourvoyé avec votre PCRM. Bon. Maintenant, dis-moi. Écoutez, vous ne vous êtes pas fourvoyé. Non, pour l'instant, mais vous n'arrivez pas à nous expliquer. Expliquez-nous pourquoi. Laissez-moi Laïla, c'est Laïla qui m'a passé la parole. Expliquez-nous pourquoi. Vous voulez répondre. Parce que mon inquiétude. Vous allez jusqu'au point de dire que quand un éminent membre du RDPC s'assoit pour dire que... Mais est-ce que c'était mon propos? Mais c'est ça. Non. Vous avez violé quoi? mon propos et je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que le président... Je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que le président intervient? Docteur Lombard, permettez à l'honorable de terminer. Oui. Tout le monde est justiciable. Donc, laissez la justice faire son travail. En personne responsable que nous sommes, il y a des environnements qui sont plus... j'allais dire délicat que d'autres. La justice ne connaît pas ça. Non, la justice... Elle ne connaît pas ça. Même la justice de Dieu connaît ça. Ah, très bien. Vous voyez oui. À partir de ce moment, vous voyez que j'avais donc raison. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas justiciables. Mais ce que vous êtes... Là où tu as fait pire, docteur Lombard, c'est que tu as essayé d'expliquer aux téléspectateurs que je suis en train de dire... Mais c'est ce que tu viens de le dire. Non. Tout de suite là. Écoute, c'est pas ce que je suis en train de dire. Elle dit que même chez Dieu... Tu as été vicieux. Mais essayez, comprenez. Même chez Dieu, la justice... et à double. C'est ce qu'elle vient de dire. Vous ne comprenez pas ça. S'il y a un vol perpétré dans ta maison, tu réalises que c'est ton fils qui est le voleur. Oui. Et un vol perpétré dans la maison, tu réalises que c'est le gars... Vous dites que c'est pas ce que j'ai dit? Oui, c'est le... Vous dites que c'est pas ça? Non, mais c'est des nuances importantes. Vous avez façon de comprendre, hein? Ce sont des nuances importantes. Voilà, donc j'ai expliqué... Non, tu n'as pas expliqué. Tu as été brutal. Non, et tu as été mal intentionné. Non, tu as été mal intentionné. Non, mais et ça, je ne l'admets pas. Tu sais que je ne suis pas mal intentionné. Non, docteur Lombard. Mais là, sur le coup, tu l'as été. Non, je vais faire comprendre que elle a toutes ces explications. Et ton toutes ces explications, c'est pour dire que embarrassé. Donc je dois être, si mon fils vole, je dois être complaisant. Docteur Lombard, j'ai dit que tu seras embarrassé. Mais si tu es un homme, dans le cas d'espèce, tu es embarrassé. Docteur Lombard, permettez à l'honorable de terminer. Tu es embarrassé, mais si tu es un homme de droit, tu vas jusqu'au bout. Très bien. C'est ça. Moi, je suis un homme de gauche. Tu es un homme... Non, j'ai dit qu'un homme de droit. Voilà, embarrassé. Ne me cherche même pas. En fait, en gros, la justice est peut-être embarrassée, mais elle ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. C'est ce qu'on retient de votre propos. Allez-y. Écoutez, moi, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on libère la famille de Martinez Zogo. Donc, je ne comprends pas pourquoi, après un an, son corps est toujours scellé à la mort. Je ne pense pas que ça puisse apporter quelque chose en plus, en supposant que tout ce qui doit être fait comme autopsie a été fait. Je ne pense pas que le fait qu'il soit encore maintenu à la morgue là-bas va changer quelque chose à la manifestation de la vérité. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on libère sa famille et qu'on donne à la famille la possibilité. Qui doit prendre cette décision? Parce que je rappelle qu'en un an, ça fait, on a déjà changé 2 fois les juges d'instruction. Qui doit prendre cette décision-là? Non, mais tel qu'on a dit, je crois que le développement, contrairement à ce que M. Lévy essayait de faire croire au début, pour dire que non, c'est une affaire vulgaire comme toutes les autres, comme l'affaire de Monseigneur Mbala et tout ça. Non, ça c'est une affaire. C'est ce que vous avez dit. C'est vulgaire. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il faut. C'est une affaire. Non, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que il y a eu beaucoup de meurtres et tout ça. Parce que vous êtes dangereux parce que. Pardon, mais vous comprenez ce qu'il y a dans mais je me réjouis qu'au niveau de sa seconde prise de parole, il a quand même donné des éléments qui montrent que c'est une affaire d'État. Ce n'est pas un simple... On a connu dans notre pays les Bibingota, on a connu les Jules Koum Koum pour parler des journalistes qui ont eu des problèmes, qui ont été assassinés.
bon, c'est pas arrivé à ce niveau-là. Là, nous sommes au cœur. Nous sommes au cœur. Vous savez qu'ils ont été assassinés. Nous sommes au cœur d'une affaire d'État. Je veux dire, dans l'une de ces affaires, on a parlé d'un accident de la circulation. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on libère la famille. C'est un fait. Et comment? Nous sommes... Il y a quand même une justice. Non, la question c'est qui doit aujourd'hui prendre la responsabilité de dire ok, la famille a désormais le loisir de récupérer le corps et d'enterrer Martinez Zogo. Mais c'est la justice, non? C'est la justice. C'est la justice qui s'en occupe. C'est la justice qui s'en occupe. Non, madame, on ne peut pas dire ça. Puisque si on a fait l'autopsie, si on a fait tout ce qui est nécessaire, il fait encore quoi là-bas? Il n'y en a pas besoin. C'est une double peine pour la famille. C'est une double peine pour la famille. Donc, c'est ce que nous disons. Plusieurs autopsies. Allez-y. Ce que moi je veux dire, c'est que, vous savez, c'est-à-dire que c'est très, très, très mauvais pour notre pays quand on fait des débats comme ça. Quelqu'un dit, ah, mais vous comprenez Z. Et vous prenez la parole pour montrer à tout le monde que vous avez compris ce que personne n'a dit. Vous voulez absolument nous montrer que vous souffrez, vous êtes complaisant, vous tenez compte de la famille. Cette hypocrisie, gardez-la pour vous. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Je n'ai pas peur de vous faire mal. Non, l'empathie, ce n'est pas l'hypocrisie. Non, je ne suis même pas empathique. Et puis, on n'a pas besoin... Vous voulez m'imposer l'empathie? Attendez, vous voulez m'imposer votre empathie? Si vous êtes un homme politique sans scrupules, c'est votre problème. Vous voulez oui, laissez les élections. Pour le moment, j'ai été aux élections 2 fois, 3 fois, j'ai été élu 2 fois. Vous n'avez jamais été. Ok, très bien. Bon. Donc, quand vous viendrez aux élections, vous verrez si le peuple dira que monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Bilon est très empathique. Mais vous êtes simplement quelqu'un qui ne leur dit pas la vérité. Vous insultez Paul Biya tous les jours, même si vous parlez de son incompétence, il a une famille qui souffre de ça. Vous ne vous abstenez pas. Vous ne m'avez jamais pris. Bon, ok, ce n'est pas vous, c'est d'autres. Voilà. C'est d'autres. Vous n'avez jamais pris. C'est d'autres. Je n'insulte pas. Mais qui est en train d'insulter? Quand on dit que quelqu'un est un bandit, c'est une insulte. Ne dites pas que j'insulte. Bon, moi je dis encore que M. Zogo était un bandit. Sauf que c'est péjoratif, Abel Elimbilobé. Si c'est péjoratif, encore que ce n'est pas du tout péjoratif. Non, quand on dit que quelqu'un est un bandit, quand on dit que quelqu'un est un bandit, ça veut dire qu'il pose des actes qui transgressent les codes de la société. C'est ça le banditisme. Et ce n'est pas les échelles sont différentes. Il a la prison. Il n'est pas allé en prison parce qu'on l'a tué. Je veux dire. Et qui vous dit qu'il n'y avait pas de procès sur lui? À qui il incombe la responsabilité? Est-ce que vous savez qu'au moment où on tue Martinez Zogo, il était en voie de répondre des faits de diffamation? Abel Elimbilobé, à qui il incombe la responsabilité de déterminer si oui ou non Martinez Zogo est un bandit? À la justice camerounaise ou à vous? C'est une présomption. C'est la justice qui établit la faute. Est-ce que vous n'êtes pas en train de est-ce que vous n'êtes pas en train de dire la présomption d'innocence? Monsieur, laissez-nous parler. Il avait une activité. Laissez-nous parler. Allez-y, non, c'est vous qui qualifiez ça de dangereux. Allez-y. Les gens, quand ils sont en train de détourner, vous ne dites pas qu'ils ont une activité dangereuse. Vous les qualifiez. Ce régime du président Biya, vous dites que c'est un régime de corruption. La justice a établi la corruption du régime où? Je veux dire, la justice a établi la corruption de quelques membres. Non, quand vous dites que le régime du président Biya est corrompu, non seulement vous mettez tout le monde qui est au service de ce régime dans le même sac, vous ne faites pas la distinction, vous le faites au quotidien. Et parmi ceux qui le font, il y a ce monsieur-ci. Sinon, il a créé un parti politique d'opposition. Pourquoi? Un réformateur. En plus, il dit qu'il est réformateur. Bon, je veux parler de l'essentiel. Oui. Vous savez ce que la Bible... Moi, je me laisse guider par la Bible. La Bible nous dit dans Thessaloniciens, et c'est... Vous ne devez plus toucher la Bible à la Bible, monsieur. C'est moi qui touche. Vous ne devez plus toucher à la Bible. S'il y aura un malheur, ce n'est pas vous. En fait, ce qui veut dire, c'est vous allez vous réjouir en privé que je suis mort, et vous viendrez en public verser les larmes de crocodile. Ce qu'il dit subtilement, c'est est-ce que la Bible appelle à insulter la mémoire d'un mort? C'est ce qu'il dit subtilement. Je vais donc vous lire ce que la Bible a dit. Elle ne fait pas de distinction entre le mal du mort ou le mal du bien, du vivant. Elle dit que je vous ordonne, frère, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. Quand
quand M. Zogo marchait de manière désordonnée, vous ne vous êtes pas éloigné de lui. Vous n'avez pris, personne n'a dit top. Ce n'est pas comme cela que nous devons faire. Il marchait, hein, vous avez dit il marchait. Ce n'est Et là, pas on comme dit cela. de s'éloigner de celui qui marche. Là, vous avez dit il marchait. Et Paul continue dans le verset 14, parce que c'est le chapitre 3, 2e Thessaloniciens. Il dit, si quelqu'un n'obéit pas à notre parole, nos codes, nos façons de faire, cessez de fréquenter cet homme pour qu'il prenne honte. On ne dit pas que sa famille va... Le monde ne peut plus prendre honte. Ça fait Le monde ne peut plus prendre honte. Ça fait une heure qu'on parle de l'affaire Martinez-Zogo. Mais vous avez fait le reproche... Je termine et je vais répondre à votre souci. Oui, parce qu'il y a des professionnels de l'amalgame. Allez-y. David dit dans son « Détourne-toi de ce qui est mauvais ». Il ne dit pas que si ça heurte les gens, ne te détourne pas. Ce que Martinez-Zogo faisait était mauvais. Je le dis. Tant pis si ça heurte qui que ce soit. Mais je veux dire, ça fait une heure qu'on parle. On répète ça fait une heure qu'on parle de l'affaire Martinez-Zogo et nulle part je ne vous ai entendu dire ce qu'ont fait les assassins de Martinez-Zogo était mauvais. Si, ils sont mauvais. Non, je veux dire que ça fait une heure qu'on en parle. Vous n'avez pas dit. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que je n'attends rien de ce système. Des bandits qui tuent des bandits. Un bandit a été tué par des bandits. Monsieur Danwe, c'est qui? Le colonel Danwe, c'est qui? C'est un bandit. À partir du moment où il a cessé de fonctionner dans les règles de son art, dans sa profession, ce sera à la justice ou non d'établir les documents qui circulent. Je n'attends même pas la justice pour dire que... ce sera à la justice d'établir de donner le forme de cette histoire. Est-ce que vous avez, dire si oui ou non, attendu la justice pour dire que c'est un crime crapuleux? Vous avez attendu la justice? Qu'est-ce qu'un crime crapuleux, Albert? Monsieur Zogo a été tué. Il n'est pas mort d'un accident. Torturé. Il a été torturé, c'est des faits. C'est des actes odieux. Reconnu même. Fait par qui? Fait par des officiels. C'est pour ça que... Ce n'est pas des bandits. Simple. Comme vous et moi, on aurait pu être bandits simples. Toi et moi, on s'en va voir M. Milon. On arrache son sac. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un crime organisé. Avec des Pensez à l'intérieur d'une institution. Avec des commanditaires, forcément. Or, quand vous prenez les agissants, donc M. Danwe, colonel de son État, appartenant à un service de l'État, spécialisé pour éliminer les ennemis de l'État, cela suppose qu'il y a tout un cadre réglementaire dans lequel l'État agit dans ce sens. D'accord. Or, M. Danwe a décidé, et les documents dont vous faites état, qui circulent en ce moment, disent très bien, établissent très bien que M. Danwe a transgressé tous les codes. On dit que ECO n'est responsable de rien. Pourquoi? Parce que la DGRE, en tant qu'institution, n'a pas instruit le cas Martinez-Zogo. Ils n'en ont pas discuté. Donc pour la République, Martinez-Zogo n'était pas un problème. Il n'était pas un problème pour la DGRE. Il n'était pas un homme à assassiner. Mais M. Danwe, qui travaille là-dedans, sort de tous ces codes-là, décide d'organiser son assassinat. On n'est plus dans le service à rendre. Je veux dire, décide, il y a forcément des commanditaires. Oui, on va arriver aux commanditaires. Danwe ne le fait pas pour rien. Mais Danwe, quand il décide d'agir, il décide de transgresser tous les codes. Il n'est plus dans la République. Il n'est plus dans la loi. Il n'est plus dans les intérêts de la République. On va sortir rapidement. Il est dans le banditisme. Et sur les commanditaires? Il a recruté des gens à gauche et à droite qui sont tous des gens dans des services de différents gendarmes, des ci et des ça, tous ces gens qui ont trempé là-dedans. Ils sont dans un acte de banditisme. D'accord. Ensuite, je termine pour dire à M. Bilon que... Je pensais que vous terminiez sur les commanditaires. Oui, je reviendrai sur les commanditaires, autant pour moi. Oui. Un acte criminel, au sens où on a tué Martinez-Zogo, peut se faire par un accident de véhicule. Il ne faut pas croire qu'on est obligé de vous couper la langue. Vous savez où se trouve le fameux capitaine qui vivait au Burkina Faso?
Guérandi. Vous entendez parler de lui? Vous entendez encore parler de lui? Personne n'a vu son corps, personne ne sait comment on a éliminé. L'élimination de Martinez Zogo. Je veux dire, personne ne peut dire officiellement, ne peut affirmer de façon péremptoire qu'il a été éliminé. Personne ne peut affirmer de façon péremptoire. C'est ça le bon travail des services spéciaux. C'est de vous éliminer, c'est-à-dire de commettre un crime que personne ne peut qualifier. Le crime de Zogo a souffert de ce que ce n'était pas un crime organisé par le service. Ça a été un crime organisé par un bandit. Danoué était un bandit. Ce sera la justice, ce sera la justice, ce sera la justice. Ce sera la justice, ce sera la justice de le déterminer. Ce sera la justice de déterminer. Moi, je suis en train de dire, si le procureur estime qu'il doit parler, toi, tu es au service, je sais de quelle cause exactement, parce que tu vas à gauche, tu vas à droite. Ce sera la justice de déterminer. Mais le procureur, s'il était un procureur normal, il ne devrait pas attendre que ce soit le président de la République qui crée des commissions, ainsi de suite. Vous terminez, ce sera la justice de déterminer si oui ou non ce sont des bandits. Oui, vous attendez, moi je n'attends pas. Et si la justice est RTN à quand même poursuivre. Je n'attends pas, j'attends quoi? On a tué, c'est le forcément normal d'un État. On a tué Martinez Zogo faisait du mal, il violait les règles et tout, publiquement. Personne ne se mettait là à dire non, il ne faut pas faire comme ça. Mais ceux qui étaient victimes ont porté plainte. Ceux qui étaient victimes des agissements de Martinez Zogo ont porté plainte. Et pendant que la justice veut commencer à se mettre en mouvement, il est éliminé. Je suis en train d'arriver au commanditaire. Parce que si Martinez Zogo avait été déféré devant les tribunaux, là-bas, on lui aurait demandé ses sources. La preuve de ses allégations envers M. Bellinga, envers M. Solora, et patati et patata, on lui aurait demandé. Personne ne sait qui il aurait mis en cause. Du coup, nous qui avons lu 007 plusieurs fois, nous savons que dans les affaires de la mafia, la vérité est souvent à 36 000 km de là où on croit qu'elle est. On croit que XY a tué Martinez Zogo, mais ceux qui lui donnaient les informations pour blocarder un camp du régime peuvent très bien avoir compris qu'il faut l'éliminer avant qu'il n'arrive chez les juges. Ça, ce sera la justice. Ça, c'est l'analyse. Voilà. Ça, c'est l'analyse. Moi, je suis là dans l'analyse. Je suis dans la spéculation. La justice va déterminer. Je ne suis même pas sûr. Je n'ai pas confiance en cette justice. Parce que dans son évolution, elle peut avoir intérêt à protéger. Et c'est ça qui transparaît dans le discours de l'honorable. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs qualités de justiciables. Il y a des grands bandits à l'intérieur de l'appareil d'État. Donc il faut faire attention. Ne vous attendez pas à ce que si c'est vous, simples citoyens, qui êtes leurs victimes, ne vous attendez pas à ce qu'on les juge, on les condamne. C'est pour ça que vous voyez qu'on a détruit les maisons des gens à Dicolo. Comme ils ne sont pas des personnalités du système, on n'est pas en train de leur rendre justice. Merci Abel Elie Biloba. On va sortir de ce sujet. De toutes les façons, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera uniquement à la justice de déterminer si oui ou non les personnes qui ont été interpellées jusqu'ici sont coupables. Moi, je n'attends. C'est à la justice. Même si on dit qu'ils sont, même si on dit que ces personnes sont coupables, si on ne nous dit pas les noms des commanditaires, et vous verrez qu'on ne nous dira jamais les noms des commanditaires. La justice camerounaise s'en charge, Abel Elie Biloba. Si Honorable, quel est aujourd'hui... Ça nous dit quels sont ceux qui sont à la présidence, qui ont fait le coup. La justice s'en charge, Abel Elie Biloba. Honorable, on va sortir de ce sujet en un tour de table, donc vous, en une minute chacun. 12 mois après, quelles sont les leçons à tirer de cette affaire? Je veux dire, quel aura été le mérite finalement, même si ça fait sadique de le dire ainsi, de l'affaire Martinez Zogo? Je pense que c'est... Est-ce qu'il y a un mérite? Je ne comprends pas bien la question. Quel aura été le... Qu'est-ce qu'elle nous aura apporté? Qu'est-ce qu'elle nous aura donné comme leçon, l'affaire Martinez? Mais pour l'instant, elle est en cours. Et elle est en cours avec tous les ingrédients de pareilles situations. C'est pour ça qu'il ne faut même pas chercher à aller vite. Pourquoi aller vite? On va aller au rythme de ce que les différents acteurs vont produire comme argumentaire.
de manière à ce qu'on puisse établir à la fin de la journée qui a organisé le crime, qui a commandité le crime, qui a exécuté le crime, etc., etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que toutes ces personnalités qui ont été citées, aucune n'a été protégée. Pour l'instant, je dis celles qui ont été citées. Ah bon? Oui. Oh. Toutes ont été... Non, mais enfin, de ma connaissance, hein, les personnes qui ont été citées sont actuellement à Kondengui. Voilà. Est-ce qu'il y a des leçons jusqu'ici à tirer de l'affaire Martinez-Zogo? Bien évidemment. Je pense que, surtout lorsqu'on arrive à l'affaire du vrai-faux ordonnance là, on comprend tout de suite que nous avons un vrai problème avec notre justice. Nous avons un vrai problème avec notre justice. Est-ce que vous pensez que les investisseurs que nous voulons faire venir dans notre pays, quand un investisseur voit ça, et voit qu'à ce niveau-là, on peut torpiller la justice telle que ça a été fait. Est-ce que vous pensez que ça peut être profitable pour la nation? Non, ça ne peut pas être profitable pour la nation. Donc, on a un vrai problème avec notre justice, et deux, on a un vrai problème au sommet de l'État. Ça veut dire que la lutte de clans qu'il y a au sommet de l'État va finir peut-être par emporter ce pays. Parce que c'est ce qu'on voit malheureusement dans cette affaire. Donc je pense que s'il faut vraiment tirer une leçon par rapport à ça, c'est qu'il faut très rapidement essayer de réformer notre justice, très rapidement essayer d'amener le changement que les uns et les autres souhaitent dans notre pays. Et puis je finis en disant que vraiment, lorsqu'on s'engage en politique, on s'engage d'abord pour les hommes. Et c'est pas bien, c'est pas bien de parler de quelqu'un qui est mort d'une certaine manière, parce qu'en réalité, la mort efface tout. Vous comprenez, la mort efface tout. Lorsque vous êtes mort, vous êtes mort. On ne doit plus vraiment puisque la personne qui est partie ne ressent plus ça. C'est sa famille, c'est sa pauvre famille qui reçoit les balles perdues par comme ça. Donc depuis, vous ne parlez pas. Allez-y, docteur. Vous ne parlez pas de celui qui est mort ne ressent pas ça. Docteur, finalement, comme vous êtes docteur, peut-être vous allez nous dire quelque chose. Docteur, vous ne vouliez pas vous exprimer sur le sujet, mais finalement, on voit bien... Non, je ne me suis pas exprimé sur le fond du dossier, mais sur le contour. C'est pour ça que je ne conclurai. En fait, vous n'avez fait que rebondir voilà, sur les choses qui me semblent pertinentes, notamment sur le fonctionnement de notre À votre avis, quelles sont les leçons aujourd'hui à tirer de cette affaire, de l'affaire Martinez-Zogo? Non, un an après, on n'a rien. Et bien, on attend. Quelles leçons on attend? Mais je rappelle que je ne sais pas si ce corps est vraiment scellé. Hein. Est-ce que ce corps est scellé vraiment, le corps de Martinez-Zogo? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Officiellement. Mais je ne sais pas. C'est l'information officielle. Parce qu'à un moment donné, on attendait que la famille enterre le corps. Il y a peut-être 8 mois ou 9 mois. L'information officielle. Elle est vérifiée. Oui, c'est une affaire que je ne suis pas beaucoup. Donc moi, je préfère qu'on passe au prochain dossier. Alors justement, ça nous permet de gagner quelques minutes. Élection au Cameroun, Jean-Michel Nithieu met en doute la crédibilité de l'organe. Donc vous ne me demandez pas quelles leçons il faut J'ai fini. Moi, pas mon temps. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je n'ai rien dit. Donnez-moi la même possibilité. Vous avez parlé, Abel Elimine, vous avez parlé. Est-ce que j'ai dit quelle leçon il faut tirer? Oui, vous l'avez dit. Première leçon. Première leçon. Le mot bandit. Malfaiteur vivant hors la loi. Vivant. Deuxième leçon. Vivant. Deuxième leçon. Si vous prenez, je n'accepte pas et je demande à tous les opposants. Deuxième leçon. Je demande à tous les opposants de ne jamais accepter qu'on galvaude notre engagement politique en le confondant à des actes de banditisme. C'est pour ça que nous devons être très disciplinés. Même lorsque nous critiquons les hommes, le régime, nous devons être disciplinés. Troisième chose, monsieur... Ce sont les leçons. Oui, troisième leçon. Monsieur Bilon, c'est dit la justice parce que le camp Martinez le heurte aujourd'hui. Mais monsieur Bilon, si vous avez créé un parti, c'est parce que vous voulez renverser. Sauf qu'il y a aussi des partis qui veulent plutôt les soutenir. Peut-être vous voulez les soutenir. Mais si vous voulez les renverser, c'est parce que depuis très longtemps, la justice de ce pays ne marche pas. Elle n'est pas à réformer, elle est à reconstruire. Avec un nouveau chef d'État garant de l'indépendance de la justice. Ainsi de suite. Très bien. Il s'agit donc, l'affaire Martinez-Zogo nous montre
le niveau de pourrissement de nos institutions. C'est ça que ça nous montre. Un juge écrit, il dit qu'il est libéré, on fait des pressions sur lui. Le même juge dit non, je n'ai pas écrit ce qu'on a dit. Ça, on ne le saura jamais. Ça, on ne le saura. On le saura jamais. Abel et Limbi Lobé. Pression ou pas pression, ce sont des suppositions. Ce sont des suppositions. Vous attaquez Hitler tous les jours. Le même juge a dit effectivement que la première ordonnance n'était pas. Aucun problème de conscience quand vous attaquez Hitler qui a tué des millions de juifs. Le juge a dit que l'ordonnance n'était pas de lui. Vous avez seulement à la version officielle. Quand je parle d'un on s'en tient à la version officielle. On s'en tient à la version officielle. Et je le dis encore, la justice camerounaise nous dira si oui ou non ce sont des bandits. Alors, élection au Cameroun, Jean-Michel Ninche met en doute la crédibilité de l'organe en charge de l'organisme des élections au Cameroun. Dans une tribune parue cette semaine dans certains quotidiens, le député de la Nation accuse Élections Cameroun de rouler pour le parti au pouvoir. Alors, docteur Lombat, Jean-Michel Ninche qui accuse Elecam. Qui? Je n'ai pas suivi. Elecam. Ah, d'accord. Alors, devrait pour maintenir au pouvoir le président sortant Paul Biya. Est-ce que c'est une accusation qui tient la route selon vous? Non, c'est même une accusation désolante pour un vieil opposant. Et je dis que le débat, pour moi, n'est pas là. Je n'ai pas compris quand vous dites qu'elle est désolante pour un vieil opposant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une certaine expérience de l'opposition. Et donc, et qui sait qu'il est comme à toute cette art que tout le monde connaît. Donc le débat n'est pas là-bas, Leïla. C'est pas là-bas le débat. Le débat, c'est comment on fait pour créer des forces vives du changement en face du régime que soutient ma chère mère honorable Edouard Labelle. C'est ça la question. J'aime comme tu dis cher. Mais oui, parce que tu sais l'estime et l'amour que j'ai pour toi. Merci. N'est-ce pas? Mais je le dis honnêtement, quand on parle du pays, quand on parle de l'avenir du pays, il faut être serein. Et moi, je profite pour dire, je ne suis pas d'accord avec cette façon d'attaquer les sujets. Tout le monde sait, le problème de l'ECAM est connu de tous les Camerounais, de tous les acteurs. Donc c'est un non-événement pour moi, si vous voulez. Quel est le problème de l'ECAM? Le problème de l'ECAM, c'est que, c'est-à-dire que les tests ne sont pas toujours démocratiques, si vous voulez. Les textes ne sont pas démocratiques. Il y a des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord que ce n'est pas bon. Est-ce que le docteur Lombat dit également qu'il est Cameroun pour le parti au pouvoir? Est-ce que c'est ce que vous dites en français facile? Si vous prenez les anciens membres du RDPC et que vous en faites des membres de l'ECAM, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? La réponse à votre question se retrouve sur les pratiques pendant l'élection. Parce que je continue à dire que l'opposition ne couvre pas les 25 000 bureaux de vote. Et c'est ça la vraie question. Moi, je suis sur le terrain. Moi, je ne suis pas un député, je suis un maire. Donc, je suis sur le terrain. Je sais comment ça fonctionne. Chez moi, il y a à peu près 49 bureaux de vote et on sait comment on les couvre. Mais dans toute la circonscription électorale présidentielle, il y en a 25 000 qui ne sont pas couverts même à 2/3 par l'opposition. Et à partir de là, il y a un problème. Donc, toute cette question-là, où aujourd'hui, on vous dit, courez derrière le professeur Kamto, alors que personne ne s'est assis, c'est un problème. Comment faut-il aller aux élections en 2020? C'est ça la question. Et la question, moi je dis clairement ce qui me concerne, s'il doit y avoir un regroupement des forces vives du changement, c'est parce qu'il y aura certainement un programme commun de gestion avec un objectif particulier. C'est la seule chose qui puisse faire en sorte que quelqu'un ne veuille pas penser que Biya va se pousser, Paul Biya, excusez-moi le président, pour que les autres viennent s'asseoir. Non. Je pense que s'il doit y avoir un regroupement d'opposition, un regroupement, même pas d'opposition, parce que l'opposition c'est faible, un regroupement des forces du changement, c'est parce qu'il y a un programme politique qui vise peut-être à une transition. Et ça doit être connu des Camerounais. Parce que depuis que moi je fais de la politique, je vois des gens qui estiment qu'eux ils sont grands et les autres doivent aller derrière eux. Ça ne marche pas. Et ça n'a jamais marché jusque-là. Donc je pense qu'il faut voir les choses différemment. C'est un peu mon point de vue sur la question du changement en 2025. D'accord. Alors, honorable Marlise Edouard Labelle, le député évoque la non-progression des chiffres d'inscription, du nombre d'inscrits, malgré l'enthousiasme des Camerounais. À quoi est-ce que vous attribuez justement
la non-progression du nombre d'inscrits sur le fichier électoral. Parce que les chiffres, c'est 7 361 875 en fin 2023 contre 6 667 754 inscrits au terme du scrutin de 2018, si on se réfère aux chiffres avancés par l'honorable Jean-Michel Ninthieu. C'est de la diversion. Ce n'est que de la diversion. Je pense que s'ils sont sérieux, si Ninthieu est sérieux, l'honorable Ninthieu est sérieux, il y a des préoccupations qui devraient être à l'ordre du jour dans son camp. Dans son camp? Oui, dans son camp. Il a bien l'ambition de regrouper autour de lui un certain nombre de partis politiques, n'est-ce pas? Ça se construit, ça se réfléchit, ça se partage. Et ce n'est pas une mince affaire. Moi, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé au sein du SDF. Et je peux dire que ce qui s'est passé au sein du SDF ne me laisse pas croire que ces personnalités sont moralement plus propres que moi. Que vous, en tant que militante du RDPC, ou bien que vous... En tant que militante du RDPC, on a tout au long de ce qui s'est passé, on perçoit très bien qu'il s'agit d'une lutte des égaux. Et pas d'une lutte pour arriver à solution. Parce que nous sommes organisés. Là, d'ailleurs, les clairons viennent de sonner. On nous renvoie tous sur le terrain pour essayer de ratisser large. Pour nous, c'est l'objectif de l'heure. Pour inscrire encore le maximum de personnes. Mais quand même, de l'autre côté, il y a une réelle préoccupation. Je veux dire, ils vont dans toutes les débats. C'est de la débandade. La préoccupation qu'ils posent entre 2018 et 2023, oui. On a à peine 1 million de personnes qui ont bien voulu s'inscrire sur les listes électorales. Voilà, à peine. On n'a même pas 1 million qui ont bien voulu s'inscrire sur les listes électorales, en dépit de toutes les campagnes qui sont menées. À la faute à qui? On peut dire que les 80% des gens inscrits actuellement sont les gens inscrits par le RDPC. Les 20%, les 20 autres pourcents par le PCRN. Comment on le sait? Mais puisque nous sommes là depuis, et c'est nous qui avons fait inscrire la majorité des gens qui se retrouvent sur les listes électorales aujourd'hui. Entre 2018 et 2018, en 2018, il y avait déjà un chiffre, non? Qu'il n'y ait même pas 1 million de personnes qui ont accepté de se faire. Ça veut dire que peut-être que le RDPC a déjà... Mais ça veut dire... Mais alors, est-ce à nous le problème? C'est les nouveaux qui arrivent qui doivent ramener les électeurs. Si nous, depuis 1992 par là, bon, le SDF à cette époque-là avait aussi fait sa part. Mais les gens qui sont inscrits, je dis les gens qui sont inscrits à 2018, les gens qui sont inscrits, l'essentiel, c'est ceux qui avaient été inscrits. Enfin, il parle de fin 2018, après l'élection. 2018 sont donc les gens inscrits essentiellement par le RDPC. Puisque en 2018, la campagne des 11 millions a commencé quand? En 2017. Fin 2016-2017. 2017. Donc moi je pense que cette campagne a porté parce qu'elle a eu une cible bien précise. Faire bouger les jeunes. Mais sinon, on a toujours été victime des gens qui disent « Non, n'allez pas aux élections, de toute façon c'est truqué, si vous y allez, ça ne va rien changer. » Et tout ça. Et ces discours finissent par pourrir le mental des gens. Et ils sont persuadés qu'effectivement, ça ne sert à rien d'aller s'inscrire. Donc, à qui alors la faute? Quand ils posent ce problème, c'est à qui la faute? Moi, je pense qu'il a 2 problèmes, l'honorable. Être crédible dans son regroupement qu'il veut faire là et y amener le maximum. Est-ce qu'elle est quand même crédible, honorable Doualabel? Comment? Dans l'organisation d'un scrutin transparent. Oui. Est-ce que pour vous, elle est quand même crédible aujourd'hui? Pour moi, elle est quand même crédible. Mais est-ce qu'elle est quand même parfaite? C'est une autre question. La crédibilité ne veut pas dire qu'on est parfait. Je veux dire, le docteur Lombat a quand même souligné, le fait qu'elle est quand même dirigée par d'anciens membres du... Oui. On a eu des membres de l'ECAM qui demandaient aux villageois, entre guillemets, de reporter les voix au crayon. Ils ont dit non. Pour vous montrer. Je veux dire moi, je vous parle de crédibilité, je vous donne des exemples.
Alors, d'accord, qui montre que ce n'est pas crédible. Mais sauf qu'il faut être vigilant. Si les mandataires n'étaient pas vigilants, ça passerait. Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Pour dire que, docteur Lombat, ces dysfonctionnements qu'on note par-ci, par-là, en fonction de la situation politique d'un territoire, si ce n'est que de ça qu'il s'agit, comme tu dis, la loi permet à ce que on ne puisse pas le faire. La preuve, on n'a pas pu le faire. Non, ce n'est pas la loi, ce sont les gens. Non, mais c'est les ressources humaines. On a eu le même problème dans le Nord Macombé. Je suis d'accord, mais est-ce que la loi dit... Elecam n'est pas crédible. Attendez. Mais on peut faire avec. C'est tout ce qu'il faut dire. Est-ce que... Moi, tous les autres choses, c'est des commentaires. Je vais poser la question à mon cher fils Lombat, pour dire que les erreurs des ressources humaines qui peuvent être influençables par telle ou telle personne, est-ce que ces erreurs sont protégées par Elecam? Moi, je n'y crois pas. La loi ne demande pas qu'on reporte les votes au crayon. Très bien. Mais ce sont des individus qui, à cause des alliances ou des pactes... mais donc voilà, c'est de ça que parle Nietzsche. Mais je dis que ces individus peuvent donc être du SDF, quand on est à Mélon, ils peuvent être j'allais dire, de l'UPC, quand on est à Iseka, etc. Mais ce n'est pas parce que Elecam a prescrit dans sa loi qu'on peut se permettre de transcrire Samuel Bilan, et Elecam n'est pas crédible, mais on peut faire avec. Bon, déjà, moi, je ne souscris pas à l'idée que Elecam n'est pas crédible. Vous pensez qu'Elecam est crédible? Oui, parce que quand on a dit... Je crois qu'il faut être factuel. Lorsqu'on a dit Elecam n'est pas crédible pour organiser une élection juste, transparence et tout, on fait quoi après? On va aux élections quand même, sachant que l'élection ne sera pas crédible et transparente? Non, moi je pense que Elecam a des problèmes structurels. Elecam a des problèmes matériels. Elecam a des problèmes financiers. Je crois que je l'ai dit dans la lettre ouverte que j'ai faite à l'emploi de l'honorable Nietzsche. Parce qu'au fond, on peut partager le constat de l'incapacité de l'Elecam à inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Je pense que nous avons fait une petite évaluation. Je veux dire, permettez que je vous coupe. Vous parlez de l'incapacité de l'Elecam à inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Mais comment est-ce que vous analysez cette capacité? Ça vient de quoi? Pourquoi Elecam ne parvient pas à inscrire que de fin 2018 à 2023? J'essaie de vous expliquer. Non, ce n'est pas un problème de volonté. Vous n'êtes pas sur le terrain. Non, c'est pas... Comment vous dites que je ne suis pas sur le terrain? Comment vous dites que je ne suis pas sur le terrain alors que j'ai des représentants dans les commissions mixtes de révision des listes électorales? Oh, excusez-moi. Citez-moi, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question. Bon, mais écoutez, c'est une question de volonté. Vous êtes maire en Conjoc. Vous êtes maire en Conjoc. Parce que vous êtes maire en Conjoc. Vous pouvez vous êtes sur le terrain. Parce que vous êtes maire en Conjoc. Vous pouvez vous êtes sur le terrain. Il n'y a pas une volonté d'inscrire les gens. C'est pas un problème de volonté. C'est pas un problème de volonté. En fait, ce ne sont pas les Camerounais qui vont se faire inscrire. Diviser ces 700 000 personnes par 5 ans, pas 6 ans. Vous me dites, s'il y a une volonté d'inscrire les gens. Est-ce que les gens ont la volonté de s'inscrire? Je crois que j'ai la Allez-y, monsieur Bilan. C'est ça la difficulté. Mais on va vous contredire. Si vous dites des choses qui ne sont pas pertinentes, on va vous contredire. Oui, comment vous expliquez dans le fait que l'Elecam ne parviennent pas? Bon, je vous explique. D'abord, je dis, on peut partager le constat de l'incapacité de l'Elecam à inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Ça veut dire que l'année passée, je crois que c'était 386 000 inscrits seulement en une année. Ok? Donc si on ramène ça peut-être au nombre de communes et au nombre de jours, ça va faire à peu près moins de 3 inscrits par jour. Oui, donc ça veut dire que manifestement, Elecam ne peut pas inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Pourquoi? Mais Elecam ne peut pas inscrire les Camerounais sur les listes. C'est pour ça que je dis que c'est un problème structurel. C'est un problème structurel. Non. Pourquoi? Écoutez. Monsieur Bilan a la parole. Pourquoi Elecam n'arrive pas? Elecam ne peut pas inscrire parce que d'abord, quand vous regardez le code électoral, Elecam n'a pas de budget pour les inscriptions sur les listes électorales. Elecam a un budget pour les élections. La loi dit clairement que Elecam a un budget pour son fonctionnement et un budget pour les élections pendant en année électorale. Donc, factuellement, Elecam, la loi
ne donne pas un budget à Elecam pour les inscriptions sur les listes rurales. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que Elecam... Donc, il n'y a pas de volonté. Écoutez, ce n'est pas un problème de volonté. On parle de la loi. Si vous n'avez pas d'argent, vous faites comment? Je parle de la loi. On parle de la loi, vous parlez de volonté. Quand vous parlez de volonté, ça veut dire que vous indexez les dirigeants d'Elecam. Mais ils sont soutenus. Vous ne pouvez pas indexer les... Je dis que celui qui a créé Elecam. Bon, en fait, mais laissez parler quelqu'un. Allez-y, monsieur Bilan. Allez-y, monsieur Bilan. Vous direz aussi... Donc, il y a déjà ça. Il y a aussi l'article 30 du Code électoral qui dit que Elecam doit avoir des démembrements au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau des régions. Elecam est devenu une mastodonte. Ça veut dire que le paiement, le salaire des gens qui travaillent à Elecam, tout ce qu'il y a comme bâtiment et tous les besoins de fonctionnement d'Elecam, je crois que ça prend déjà tout l'argent. Finalement, ils n'ont pas d'argent pour... Nous, la lettre que nous avons adressée, par exemple, à Elecam l'année dernière, nous avons dit à Elecam que si vous ne pouvez pas faire, comme au Ghana, une campagne porte-à-porte d'inscription sur les listes électorales, vous ne pourrez jamais... Le Ghana a fait une campagne porte-à-porte d'inscription sur les listes électorales. Ils ont plus de 17 millions d'inscrits sur les listes électorales aujourd'hui. Donc si vous ne faites pas une campagne, sinon on ne s'organise pas pour faire ce type de campagne, et qu'on passe s'asseoir dans les carrefours, vous comprenez, pour inscrire les gens qui passent et qui ne savent pas après où est-ce qu'ils vont aller récupérer leur carte électorale, on ne peut rien faire. Donc moi je dis que c'est un problème de budget. Il y a un problème, oui, il y a un problème, c'est un problème structurel. D'abord, au niveau de la loi, je pense qu'il faut changer la loi. Elecam n'a pas besoin d'avoir des structures partout permanentes. Est-ce qu'on paye tous les gens qui sont dans une représentation communale pour inscrire 3 personnes par jour? C'est illogique. C'est ce qui se fait? Oui, mais je dis que c'est illogique. Alors vous soutenez ça? Mais ça, c'est la loi. Je dis que c'est la loi qu'il faut changer à ce niveau. La loi qui oblige à avoir des représentations au niveau des communes, au niveau des départements. Il faut changer ça. Ça veut dire que Elecam pouvait avoir une structure légère et de temps en temps organiser des campagnes porte-à-porte pour inscrire les Camerounais sur les listes. D'accord. C'est ce que nous disons. Donc il y a déjà un problème au niveau de la loi qui organise Elecam. Et évidemment, fatalement, ils n'ont pas d'argent. Parce que comme j'ai dit, tout l'argent part dans le fonctionnement de l'Elecam. Il n'y a plus rien. Nous avons, monsieur le maire, comme il a un compte, il dit qu'il est sur le terrain. Nous avons des représentants, même à Yaoundé, nous avons des représentants dans toutes les communes les communes de Yaoundé pour, par exemple, dans les commissions de révision des listes électorales. Les gars n'ont pas l'argent. Les gars n'ont pas l'argent pour se déployer. D'accord. Abel Elimbilobé, Elecam n'est pas crédible, mais on peut faire avec. C'est un faux problème. C'est un faux problème et il est au cœur de ceux qui ne sont pas capables d'aller aux élections, faire une stratégie, gagner. C'est tout. Je vais vous montrer. Premièrement, vous avez, voilà les cartes d'électeurs quand Elecam n'existait pas. Ça, ce sont mes cartes d'électeurs que j'ai gardées pour les enfants. Voici ce qu'elles étaient. Elles étaient manuscrites. Elles ont d'abord commencé manuscrites et puis elles étaient ensuite dactylographiées et comme ça. Voilà comment elles étaient avant. Voici ce qu'elles sont devenues après. N'importe qui peut prendre cette carte, aller voter, faire n'importe quoi à ma place. Avec Elecam, voici ce qu'elles sont devenues. Donc, Elecam a permis d'éliminer des distorsions, des fraudes qui étaient consubstantielles à la façon dont on organisait. C'est une grande avancée. J'ai gardé à ceux qui nous écoutent par rapport à tous ceux qui font les discours sur Elecam, qui sont des discours vains, inutiles. J'ai gardé à nos compatriotes de l'opposition, ceux qui votent contre le régime. Parce que ceux qui votent pour le régime, vraiment ne m'intéressent pas. Absolument. À la rigueur, je me bats pour qu'ils cessent de voter pour le régime, qu'ils votent contre. Même Malise, il faut que tu votes contre ce régime. Il est mauvais. Paul dit à Timothée, Timothée c'est son fils spirituel. Et Paul lui parle. Il lui dit, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 14, continue à leur rappeler ces choses.
leur ordonnant devant Dieu comme témoin de ne pas se battre sur des mots, chose qui n'est utile à rien, parce qu'elle cause la ruine de ceux qui écoutent. Fait des débats. Et les cas n'inscrit pas les gens, et les cas ne fait pas ci. Quand on est allé aux élections de 2013, où Nietzsche devait être élu pour la deuxième fois, vous saviez quelle était la taille du corps électoral? Quand nous allons aux élections de 2020, vous savez quelle est la taille du corps électoral? En 2020, le corps électoral, les résultats de 2020 sont ici. Le corps électoral était de 6 millions et poussière. Vous faites donc un débat et les CAM n'inscrivent pas les gens. S'il y a 8, 10 millions, 12 millions, qu'est-ce que ça fait? Ça vous apporte quoi dans votre capacité à gagner? Qu'est-ce que ça apporte? Vous faites comme si le nombre d'inscrits est quelque chose qui détermine votre victoire. Le nombre d'inscrits améliore simplement la légitimité de l'élection. Ce n'est pas pour ça que Nietzsche perd les élections quand il était dans le SDF. Un pays de 25 millions d'habitants, comme le Cameroun. Est-ce que vous savez combien d'étrangers il y a au Cameroun qui ne peuvent pas être inscrits dans les listes électorales? Vous imaginez qu'ils sont combien? Commencez par savoir que dans la seule zone de Kumba, il y a plus d'1 million de Nigériens. Même à Douala ici. Donc, si vous enlevez sur les 25 millions là, 5 millions d'étrangers qui vivent ici, qui ne peuvent pas s'inscrire, vous enlevez tous les enfants camerounais, parce que quand on dit qu'on a 25 millions, il y a tous ceux qui ne sont pas en âge de s'inscrire dans les listes électorales. Dans un pays qui a une population essentiellement jeune. Ils sont combien? Ceux qui ne peuvent pas s'inscrire, les enfants de moins de 20 ans. Ils sont combien? Ils sont les plus nombreux. Supposez qu'ils soient 7 millions. Vous avez enlevé 5 millions d'étrangers, vous enlevez 5 millions d'enfants qui ne peuvent pas s'inscrire. Il vous reste combien? 12 millions. À peu près 12 millions de personnes. Enlevez maintenant tous les témoins de Jéhovah qui ne s'inscrivent pas. Et tous ceux qui sont dans les églises réveillées, qui ne pensent pas aller aux élections, qui ne vont pas s'inscrire. Enlevez ensuite tous les objecteurs de conscience de toutes sortes. Si vous êtes à 7 millions, ça veut dire que vous êtes en train de plafonner. C'est donc un faux débat. On est en train d'atteindre le maximum de gens qui, au regard de la structure de la population, sont susceptibles de s'inscrire dans les listes électorales. Mais, concrètement, quel est l'impact de ce débat? À quoi ça sert? Nietzsche était président régional du SDF. Et on dit que Elekam, il prend la parole. Il dit que Elekam n'est pas crédible, il ne peut pas organiser des élections transparentes. En 2020, à Bafoussam, j'ai ici le contentieux post-électoral. À l'ouest, Bafoussam premier, on a annulé les élections municipales. Tu connais la cause? Je lis. Présence visible des affiches du SDF, des affiches de campagne du SDF, le jour du vote. Corruption orchestrée par le SDF. Collusion entre les membres du conseil électoral et la tête de liste du SDF. Donc le SDF participe à la fraude. Quel est l'intérêt pour Nietzsche de bavarder comme si... Voici le SDF qui est condamné au tribunal. On a annulé l'élection à cause de la fraude organisée par les militants du SDF. C'est Elekam qui leur a dit d'aller organiser ça. Voici où Nietzsche était président régional. Aux élections législatives. Le littoral a 8 circonscriptions électorales. Le littoral, tout le littoral, c'est 8 circonscriptions. Mungo Nord, Mungo Sud, Vouri Ouest, Vouri Sud, Vouri Centre, Vouri Est, Nkam, Sanaga Maritime, 8. Le SDF, tu sais combien de listes le SDF a mis? Voici ça, 4 listes.
quand le RDPC met 8, s'il y a 12 millions d'inscrits, c'est à ce moment-là qu'ils vont mettre plus de listes. Hein? Très bien. Bon, je vous donne... Toi, ton parti, c'est quoi? Mouvement des réformateurs. Rapidement. Oui, il est mouvement des réformateurs. Voici, j'ai la liste des partis qui étaient en compétition. Tu étais en compétition où? Non, réponds-moi simplement. Vous n'êtes pas venu faire le débat du mouvement réformateur. Mais je veux attacher de la crédibilité à la personne qui parle. Je vous réponds. Parce que le problème de ce Cameroun d'aujourd'hui, c'est que vous avez donc des gens comme ceux-ci qui viennent sur les plateaux démontrer comment elle est quand même, mais il ne part pas aux élections. Elle est quand même bon, elle est quand même pas bon. Ça te concerne en quoi? Tu pars aux élections. Ton parti part aux élections. Je vous réponds. Vous voulez? Hein? Non, est-ce que ton parti part aux élections? Je vous réponds. Voici les partis qui étaient aux élections ici au littoral. Lui, c'est un gars Bassar. Son parti est un parti de Bassar. S'il doit aller aux élections, c'est au littoral. Et dans l'Union Ekele. Je vais te montrer les gens qui étaient aux élections dans l'Union Ekele. Voici les gens qui étaient aux élections au littoral. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partis. Ils n'étaient pas dedans. C'est les camps qui t'a empêché d'aller. Hein? Parce que c'est très beau. Ça vous donne des galons de venir dans les camps et les camps fait les réunions de consultation, de concertation avec les acteurs du processus électoral. Tu viens? Est-ce que tu es déjà venu? Vous étiez en août dernier à Yaoundé? Je demande, c'est seulement Non, je Yaoundé demande que si vous tu parles. étiez. Moi, je suis dans toutes les réunions ici au littoral. Moi, j'ai pris la parole. Ah, c'est à Yaoundé que tu parles. Vous étiez? Bon. Il faut que Vous tu terminez, sois vous dans terminez, tous vous les- terminez. Donc, tu n'es donc pas dans le On est processus. partout, hein, on est partout. Tu es un Dites-moi, mauvais acteur du processus. Non, ce qui se- ce Et que les monsieur télés Bilon te veut dire, donnent. Et les télés te Bilon, donnent. monsieur Non, Bilon, il ne comprend pas. Oui, je ne comprends rien. Je ne veux même pas comprendre. Mais des militants du mouvement réformateur sont là. Je continue, Voilà. je continue pour terminer. Oui, vous terminez d'ailleurs, vous terminez. Comme j'ai dit tout à l'heure, et je leur ai gardé ce morceau, des gens comme lui, Rapidement. les Nietzsche et tous ces autres. Rapidement, Abel Elimbilobé. Paul dit à Tite, dans Tite chapitre 1, verset 10, il y a beaucoup d'indisciplinés, de vains parleurs. Mais la parole pour parler, voilà. C'était facile. Pas de personne. Des vains parleurs. Non, je parle d'un processus dans lequel il intervient. On ne personnifie pas. Non, il est acteur politique. Et je rappelle, avant de continuer, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas une fraternité de l'opposition. Hein. L'opposition, ce n'est pas une fraternité. Dès que Léla a dit qu'elle est opposante, et je l'embrasse, on commence à être ensemble. Faux! Personne n'est opposant au même titre que l'autre. Terminez, Abel Elimbilobé. Terminez rapidement. Je dis donc que... Non, laisse, rapidement. c'est important. Rapidement. Il y a beaucoup d'indisciplinés. C'est ce que Paul dit à Tite. Des vains parleurs, des gens qui abusent l'intelligence. Tu comprends ce que ça veut dire? On ne dit pas les gens qui abusent de l'intelligence, qui abusent l'intelligence, c'est-à-dire qui trompent. Et Paul dit, il faut leur fermer la bouche, car ces gens-là continue à bouleverser des maisonnées entières en enseignant pour un gain malhonnête. C'est ce que dit la Bible. Un gain malhonnête. Des choses qu'il ne faut pas enseigner. Merci. Vous prenez la parole, on vous dit, elle n'est pas crédible. Pourquoi? Je regarde, qui parle? C'est quelqu'un qui ne parle pas aux élections. Elle n'est pas crédible. Qui parle? C'est Nietzsche, qui était président du parti au littoral. 8 circonscriptions. Incapable de mettre les listes dans toutes les circonscriptions. Je regarde, qui parle? C'est Nietzsche, son parti était poursuivi pour fraude électorale à Bafoussam. Voilà. Non, il faut ne coupe pas. Voilà la qualité des gens qui créent un faux débat, qui amènent des gens dans des fausses pistes de combat. Et quand ils finissent de faire comme ça, ils vont aux élections. Avec ces électeurs qu'ils ont blocadés partout. Samuel Bilon, en une minute. Merci Abel Elimbilobé. D'abord, pour dire que le mouvement réformateur En une minute, a été aux élections présidentielles de 2011. Oui. Ça, c'est la première chose. Ok, je regarde tout de suite. La deuxième chose, Oui. c'est de dire que nous ne sommes pas, pour ceux qui
sont en train de dire que Elekam n'est pas crédible. Oui. Mais ce que nous disons, c'est que Elekam a des difficultés. Ça ne sert à rien de tirer de long en large sur Elekam. Il faut identifier les difficultés de Elekam pour essayer d'apporter des réponses à ces solutions. Oui. Donc, et puis, pour finir vraiment, les attaques, les difficultés de l'État, plus que l'État lui-même. Les attaques, parce que si tu parles de budget, c'est l'État lui-même de dire que, de dire au gouvernement que le budget que j'ai ne me permet pas de descendre sur le terrain. En quoi c'est toi qui dois dire que l'État n'est pas bon parce qu'il n'a pas un bon. Vraiment, les attaques personnelles n'ont pas de place normalement sur un plateau. Ah, mais depuis que... Oui, je crois que les attaques personnelles... Mais notre parti aujourd'hui est présent sur à peu près sur l'ensemble du territoire national, avec des représentants dans les commissions de révision des listes électorales. Et donc, quand je parle des élections, je sais de quoi je parle. Très bien. Honorable, rapidement. Oui, très rapidement pour dire que Elekam est parfaitement dans son rôle et fait le maximum pour que le jeu démocratique se déroule du mieux possible. Et je crois que pour nous, le RDPC, nous avons tout intérêt à ce que ce jeu démocratique se fasse. Et il va se faire. Et ce que je voulais également ajouter, c'est que les difficultés auxquelles Elekam est confronté, c'est ça qui me permet de dire que le système n'est pas parfait. Mais il est parfaitement valide et peut permettre à n'importe quel candidat de gagner une élection. En un mot, docteur, on parle on parle de la plateforme nationale de concertation permanente entre Elekam et les acteurs du processus électoral lancé le 11 août. Est-ce qu'elle fait déjà ses preuves 5 mois après? Moi, j'ai dit ce que je pensais clairement sur ce processus. Oui. Sur ce processus, je pense que l'objectif, c'est 2025. Oui. Comment faire pour y aller? En tout cas, à l'heure actuelle, on ne voit pas les gros mouvements vers cette élection qui semble être cruciale. Moi, je le dis. Et qui le veut, pas, moi, je suis quelqu'un de terrain, je parle avec les démarrements de l'ECAM, tout ça, j'envoie des représentants là-bas, donc je sais de quoi je parle. J'ai été candidat en 2013, j'étais candidat en 2020, donc je connais les difficultés, je sais ce qui se passe pour qu'une élection se fasse bien. Et pour un peu appuyer Elim Bilobert, je dis que la plupart des opposants qui ont été élus, c'est pas parce qu'il y a une augmentation des électeurs, mais c'est plutôt la capacité à se monter crédible et à convaincre, n'est-ce pas, les électeurs, les mêmes électeurs, parce qu'on ne va pas créer les électeurs dans une circonscription pour voter X ou Y. Donc, il faut éviter de distraire les Camerounais, et il faut éviter cela. Et je dis que si cette année, rien n'est fait, il n'y aura pas de miracle en 2025. Merci. On n'a plus que 5 minutes pour sortir. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions indomptables qui n'arrivent pas à satisfaire le public camerounais. 2 sorties, aucune victoire. Les Lions, est-ce qu'ils ont encore une chance dans cette compétition? On repart rapidement avec vous. Est-ce que vous y croyez encore? Et écoutez, ce sont les Lions indomptables. Et tant qu'il y a les meilleurs troisièmes, il faut rêver. Il faut rêver. On ne va pas venir s'abandonner ici pour dire que bon, et puis c'est le football. C'est le football. Il y a des grandes, on a vu l'Allemagne sortir parfois dans certaines compétitions au premier tour. Si ça arrive au Cameroun, c'est que nous ne sommes pas en forme, on rentre préparer les choses de la meilleure des façons. De toute façon, ce n'est qu'un jeu. D'accord. C'est mes bilans. Match contre la Guinée, match contre le Sénégal. Avez-vous l'impression que les joueurs sur le terrain ont tout donné? Oui, en particulier contre le Sénégal, je pense que les joueurs ont mouillé le maillot. Je pense que, de mon point de vue, le score ne reflète pas totalement la physionomie du match. Parce que on est sorti déjà du sujet des élections. Il ne faut pas oublier que nous avons raté de justesse l'égalisation à la 94e minute avec un coup de tête, je crois, de coup de pied. Donc ça veut dire que le score aurait pu être un 2-2. Donc moi, je pense que nous sommes plutôt confiants pour la suite de la compétition. Honorable, à votre avis, est-ce qu'on s'est préparé à fond? Abel Elimbi, on est sorti du sujet des élections. On s'est certainement préparé, mais je veux dire qu'il y a trop de palabres autour de notre équipe. Il manque beaucoup de sérénité. Alors, les réseaux sociaux, alors, c'est insoutenable. Il faut que nous fassions l'effort de nous concentrer et dans comment dirais-je, dans le souci de l'adhésion, dans le souci de la construction. C'est comme si nous mettons notre équipe en 1000 morceaux
et on le ressent, il manque de la sérénité. Qu'est-ce que vous pensez des reproches faits à l'entraîneur sélectionneur? Bon, moi je ne suis pas spécialiste du football, mais les reproches qui lui ont été faits, j'espère qu'il en prend, il en a certainement pris connaissance et qu'il va en tenir compte dans ses différents organismes. Mais, comme il disait, ce n'est que le football. Il ne faut pas non plus nous faire croire que c'est la fin du monde. Si ça ne se passe pas bien, nous rentrons au pays et nous nous réorganisons pour que les prochaines compétitions soient plus favorables pour nous. Sinon, moi, je continue à y croire et je leur souhaite bon vent. Et à l'entraîneur... On se rejoint. On se rejoint. Et à l'entraîneur, je lui dis bon courage. C'est pas facile de mener les hommes, mais il faut également être très réceptif aux différents feedbacks qu'on a des uns et des autres. Mais ce qui est dramatique, c'est que ça prend souvent des allures de bataille, de guerre, et ça me fait mal. Alors, Abel et Limbilobe, on est sorti du sujet des élections, vraiment en 1 minute, parce que l'émission est terminée, la prochaine émission va être lancée au prochain studio. À votre avis, pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Lions indomptables, la formule. Parce que nous devons changer le gouvernement. Il faut aller aux élections, changer, enlever un mauvais gouvernement qui a été incapable d'organiser une politique de sport viable. À un moment donné, ça marchait avec ce gouvernement-là. À un moment donné, ce gouvernement qui est venu après le régime du président Ahidjo, qui avait une politique de sport, avec un championnat national qui était viable, des équipes, en commençant par Oryx, Caïman, Léopard, Tonnerre, Canon, Dragon, Diamant, Dynamo, Union de Douala. C'est terrible, hein? Ces équipes-là, c'était d'abord des équipes du Cameroun, qui jouaient au Cameroun, qui étaient fortes, qui drainaient des gens au stade, qui sont allés dans des expéditions africaines, gagner des coupes là-bas. Et ce sont ces clubs-là qui étaient la matrice de l'équipe nationale. Les Mila et les autres sont sortis de là. Arrivé à l'Ebia, qui a commencé à recueillir les fruits de cette politique, et qui a dormi. La corruption est entrée dans le football. Ces choses-là ont fait en sorte que, pendant que la politique dépérissait, on n'avait plus de grands clubs. Les clubs anciens n'étaient plus à la hauteur des enjeux. Eh bien, on a vu un gouvernement qui a organisé une substitution. Au lieu que la matrice de l'équipe nationale soit les clubs nationaux, eh bien, on allait à l'étranger prendre tous les joueurs qui sont à l'étranger, former une équipe nationale faite de mercenaires de la Légion étrangère. Et qui ne jouent pas ensemble très souvent, et qu'on peut faire jouer ensemble à condition de commencer longtemps les préparations. Ce qu'on ne fait pas. Et petit à petit, chaque joueur sait jouer à sa manière, là où il est, là où vous allez le prendre. Mais ils ne savent pas jouer ensemble. La situation a tout simplement atteint des niveaux critiques. Où vous prenez un entraîneur qui n'a entraîné aucun club national, qui n'a amené aucun club... Il a entraîné les Lions à Prime quand même. Les Lions à Prime, c'est un club national. Non, pas un club national. Parce que je veux l'entraîneur de Diamant, de Dynamo, de tel. Les entraîneurs que vous voyez en Europe, là, ils entraînent d'abord Manchester. Ils gagnent les coupes d'Europe. Ils gagnent les Champions League. Ils ne sont pas grands entraîneurs parce qu'ils gagnent avec l'équipe nationale. On les prend simplement pour aller parce qu'ils ont des résultats en amont. Vous avez pris un bon joueur de football qu'on appelle Son Barnak. Mais en quoi il est un bon entraîneur? Un entraîneur n'est pas un ancien joueur de football. Pas toujours, très rarement d'ailleurs. J'ai fait une publication hier dans Facebook, que chacun reste à sa place. Aujourd'hui, vous savez, quels sont ceux qui ont entraîné Canon pour gagner la Coupe d'Afrique des clubs champions, la Coupe des vainqueurs de Coupe, plusieurs fois? Ce n'étaient pas des joueurs. Les ballons d'or africains. Les ballons d'or africains. Ce n'étaient pas des anciens joueurs. C'était des gens qui, eux, sont des entraîneurs. Ils savent entraîner. Les joueurs, vous savez ce que c'est qu'un joueur? Un joueur, c'est quelqu'un qui a le don de jouer au ballon. Lui, il a le don. Si tu n'as pas le don comme moi,
Même si on te met dans n'importe quelle école de football, tu sors, tu ne seras pas un grand joueur. Tu vas savoir aussi faire les passes du coup au bâton. Mais tu ne sauras pas dribbler comme Eto'o ou bien comme ou bien comme Mila. Parce que c'est un jeu. Dans le jeu, il y a le don. Quand vous n'avez donc pas de don, vous n'êtes pas de bons joueurs. Mais quand tu as le don, tu es un bon joueur, tu n'es pas un bon transmetteur du savoir. Parce qu'il y a des savoirs qui ne sont pas transmissibles et les dons en font partie. Et là, il faut dans sa demande à celui qui a nommé, à celui qui a fait de Rigobertson finalement l'entraîneur. J'ajoute, Eto'o fait quoi là? Eto'o est un bon footballeur. Il a bien joué au ballon. C'est incontestable. Il a gagné de l'argent, nous sommes fiers de lui. Ça s'arrête là. S'il m'avait demandé, je lui aurais dit, regarde Thomas Nkonou. Fais comme Mila. Va t'occuper de tes affaires. Laisse que ceux qui savent manager les institutions managent la FECAFOOT, qui est une institution. La FECAFOOT ne joue pas au ballon. Toi, tu es un joueur de ballon. Excellent joueur de ballon. Tu es un bon joueur de ballon. Mais est-ce que si tu te transformes en un bureaucrate, tu seras un bon bureaucrate? Ceux qui ont créé la FECAFOOT, ce n'étaient pas des joueurs de football. Les Tonien Boka à l'époque, etc. Ils n'étaient pas les joueurs. Ceux qui ont créé cette équipe nationale, que vous vous disputez là, ce n'étaient pas les joueurs. C'était des administratifs, c'était des hommes politiques, c'était des gens qui étaient qualifiés pour construire une politique nationale dans le domaine du football. Ils n'y sont pas venus. Ça a commencé à drainer de l'argent. Maintenant, tout le monde veut. Eto'o a tous les problèmes du monde parce qu'il n'est pas banni. S'il était banni, il n'y aurait pas tout ce tralala là. Je l'ai déjà dit. Il est victime du tribalisme à haute échelle. C'est de ça qu'il est question. On a construit cette équipe qui est allée gagner à travers les continents. On sélectionnait les joueurs. Aujourd'hui, il y a un débat, on dit que on n'a pas pris tel Bami, on n'a pas pris Choumou, on n'a pas pris Chopabi, on n'a pas pris celui-là parce que on a donc mis une équipe qui est faite de Bami. Ça a gagné. Ça a gagné. Je vous demande, vous tous qui écoutez, ça a gagné. Est-ce que l'équipe est faite d'une seule tribu? C'est donc ça le problème. C'est que la mentalité. La mentalité, comprenez bien. Oui. Il s'agit de la politique qui gangrène, qui amène des gens à utiliser des sphères pour contrôler ce qui est institutionnel. Et le tribalisme rentre dedans. Ça vient créer ce que ma honorable a dit tout à l'heure. L'équipe nationale du Cameroun est la seule qui est allée à cette compétition dans ce climat de contestation, de controverse internationale insupportable. Vous connaissez une autre fédération africaine de football qui va à la compétition dans ces conditions. Je vous rappelle que on est allé en Coupe d'Afrique. On a organisé une Coupe d'Afrique ici il y a 2 ans. On n'avait pas de championnat. Je me demande comment on a fait pour accepter qu'un pays organise la Coupe de football et ce pays même n'est pas en train de jouer au football. Terminé à Abel-Elimbi-Lobé. Donc, avec la mascotte qui est partie par route. c'est autant de choses. J'étais peiné. Et j'ai dit, C'est juste inacceptable. et j'ai dit à Yaoundé, quand on a voulu m'entendre que si ça ne dépendait que de moi, on devait dissoudre la FECAFOOT. Que Eto'o aille s'occuper de ses affaires. Que chacun aille s'occuper de ses affaires. Comme le Nigeria. Laissez d'abord, le Nigeria l'a fait. Laissez d'abord un peu cette FECAFOOT, qu'elle pourrisse et qu'elle renaisse de ses cendres. D'accord. Merci en tout cas Abel-Elimbi-Lobé d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci, honorable aspiré. Merci, honorable Marlise Doualabel d'avoir été là. Merci également à vous. Merci de m'inviter quand elle est là. C'est un plaisir. Merci également à vous, Samuel, d'être venu de Yaoundé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir Tu m'as suivis. remercié. Elle a commencé par toi. Non, ah bon, je n'ai pas entendu. Parce Tu rangeais tes ce que tu dois, le service que tu dois me rendre, c'est de ne plus m'écouter avec les gens qui ne vont pas au Merci, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Lorsqu'il sera 13h30, on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche. Merci, merci. Et nous serons en élection.